avant la séance, 5 minutes avant ou 10 ou 15 minutes avant. En fonction de l'ambiance qu'il y a dans la salle, je sais la difficulté que je vais avoir à rentrer dans la séance pour les joueurs. Si j'ai 30 programmes différents, c'est très dur de coacher qualitativement 30 programmes différents. Si j'ai 3 programmes différents, avec quelques variations à l'intérieur en fonction des capacités de mouvement de chacun, c'est plus facile à coacher. Le meilleur programme du monde avec mal coaché, il donnera toujours moins de résultats qu'un programme bidon avec un athlète complètement dédié. Pour moi, l'énorme problème à l'heure actuelle dans la préparation physique, c'est que ça balance des infos qui viennent juste d'être intégrées et la plupart, ils n'ont pas de vécu avec ce qu'ils viennent de lire. Ok Fred, bienvenue sur le podcast. On est maintenant live. Comment tu vas? Très bien, merci. Je te remercie pour cette invitation. Non, écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Tu es le premier invité en 2021, premier enregistrement de cette nouvelle année. Le 1er janvier, on est aujourd'hui, donc on commence l'année sur les chapeaux de roue. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Fred, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, de ce que tu fais et de comment tu es arrivé là? Alors, j'ai 38 ans. Ça fait désormais 13 ans que je suis dans la préparation physique officiellement, en poste. J'ai fait des études, je suis passé par un bac sciences économiques et sociales, 2 ans de fac de droit qui n'ont pas trop marché. En fait, ce n'était pas du tout ce qui me plaisait. 2 ans de BTS comptabilité gestion pour faire plaisir à certaines personnes qui pensaient que j'avais un peu plus d'avenir dans ce style de métier-là. Et puis quand j'ai eu mon BTS, j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir à l'université des sports, à STAPS. Ouais. Parce qu'après 4 ans post-bac, j'ai toujours eu des études, j'ai toujours eu plutôt des bonnes notes et j'ai profité de la vie aussi à côté. Donc après le bac, j'ai passé 4 ans où au final j'ai eu un BTS et j'ai quand même fait beaucoup la fête. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît le plus réellement? J'ai toujours été un fan de sport, donc pourquoi pas partir dans le sport? Et donc, à partir de là, une première licence STAPS dans le management du sport, parce qu'il y avait des choses qui se rapprochaient de ce que j'avais appris en comptabilité et gestion. Au début, je voulais bien, c'était un peu mon objectif de travailler dans un club professionnel, mais plutôt avec le côté management, gestion et tout ça. Et puis, au final, le truc, c'est que l'année d'après ma licence, il y avait une Coupe du Monde universitaire de rugby à 13 et que je souhaitais absolument la faire. Et j'étais donc en équipe de France U à ce moment-là. Donc, il a fallu que je me réinscrive à la fac. Et donc, je me suis inscrit en licence entraînement sportif, donc en 3e année. Et puis, j'ai bien fait parce que ça a été le déclic. Je me suis découvert cette année-là avec... notamment grâce à un prof qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Thierry Richard, du STAPS de Montpellier, et qui m'a fait prendre conscience que peut-être j'avais des qualités pour exercer dans cette profession-là. Donc, une année d'entraînement sportif qui s'est bien passée. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai appris et je me sentais vraiment dans mon élément. Donc, l'année d'après, je suis parti en Master 1, puis là, c'était complètement décontextualisé. En tout cas, ce n'était pas ce qui me branchait. Ça a toujours été le terrain qui m'a branché, que ce soit en tant que joueur ou en tant que préparateur physique. Beaucoup moins le côté scientifique, recherche, etc. Et comme le Master, le premier semestre, c'était basé uniquement que sur de la recherche, des études scientifiques, des revues de littérature. Moi, ça me parlait, mais pas du tout, du tout. Je me suis senti pas à l'aise dans la musculation ou dans les exercices de développement de la force et de la puissance. Je n'avais pas trop pratiqué ça à l'époque, donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou presque. Donc, je suis parti en BPGEPS, qui est un diplôme qui a en fait un niveau inférieur à une licence, mais je pensais que ça m'apporterait beaucoup plus que de rester en master. Donc, j'ai passé ce BPGEPS avec beaucoup de pratiques. C'est vraiment le diplôme. Je sais qu'il y a certains invités que tu as eu précédemment qui t'ont déjà parlé du BPGEPS, mais c'est en gros pour faire
professeur éducateur de musculation dans une salle de sport classique. C'est un peu le minimum requis en France pour pouvoir pratiquer en tant que coach, que ce soit dans une salle ou avec une équipe, c'est juste? Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il y a les CQP, les certificats de qualification professionnelle qui peuvent être un peu plus faciles à avoir aussi. Mais le BPGEPS, oui, c'est sur un an. Et en fonction de l'endroit où on le passe, en fonction aussi, c'est comme toujours, hein, peu importe le diplôme, mais en fonction des professeurs que l'on a, ça peut être un très bon tremplin comme un tremplin très moyen. Donc j'ai passé ce BPGEPS, j'ai commencé à travailler dans une salle de sport à Montpellier, donc pendant 3 ans, où j'exerçais en même temps le job de préparateur physique pour l'équipe de Montpellier 13. Et donc ça me permettait d'entraîner des joueurs de rugby dans mon sport, de jouer aussi avec eux, puisque j'étais encore joueur. Et à côté de ça, d'avoir une quinzaine d'heures en salle pour m'occuper de monsieur, madame, tout le monde et de certains sportifs aussi dans d'autres disciplines, mais qui jouaient à des niveaux départementaux. Voilà, donc pas plus haut que ça, aux régionaux aussi. Mais voilà, donc ça m'a permis d'avoir un large panel de clientèle pendant 3 ans, où j'ai pu entraîner beaucoup de personnes avec des objectifs différents, des pathologies différentes. Et donc ça, c'était très formateur. Mon objectif, c'était quand même toujours de finir dans le rugby professionnel, ou en tout cas dans le sport professionnel. C'est ce qui m'a toujours branché. Donc j'avais toujours cet objectif-là en tête. Je ne faisais pas grand-chose pour y arriver parce que au départ, j'étais toujours en phase, je pense, d'apprentissage. Et puis je ne savais pas du tout comment faire pour y arriver. Je n'avais pas de contact nulle part. Et une année, donc ma 3e année, quand je travaillais donc dans cette salle, j'avais économisé toute l'année pour pouvoir partir au Canada, m'entraîner, parce que j'avais commencé à lire des choses d'auteurs nord-américains. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait donc au Québec, aux États-Unis. Tu as toujours bien parlé anglais, Fred? Oui, à l'école, j'étais plutôt un bon élève en anglais. Puis ça me plaisait parce que quand je jouais au rugby, j'ai joué avec des joueurs australiens, néo-zélandais, anglais. Et bien sûr, si on fait tomber la barrière de la langue, c'est plus facile de jouer à côté de ces personnes-là. Ouais. Donc je suis toujours allé vers eux. Le fait que j'étais plutôt à l'aise en anglais, alors je n'ai pas un anglais à 10 sur 10, hein, mais... Tu as un bon anglais. C'est gentil. Je me fais comprendre, je pense, et je comprends. Donc, ouais, le fait de pratiquer au quotidien avec mes coéquipiers étrangers fait que je me suis senti de plus en plus à l'aise avec ça. Donc, ça a été une facilité pour moi de commencer à prendre des livres en anglais. Et bien sûr, au début, j'avais le téléphone à côté. Et puis, dès qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, je le tapais dessus. Et puis, je trouvais la traduction. Mais au final, quand on lit beaucoup d'articles en anglais, et surtout sur le même thème, on a les mots qui reviennent. Donc, au bout d'un moment, il y avait de moins en moins à chercher. Donc, ça prenait de moins en moins de temps de lire les articles. C'était à l'époque sur T-Nation et sur le site charlespoliquin.com. Donc, voilà, je suis parti là-bas. J'ai passé un mois dans un centre d'entraînement qui s'appelait Adrénaline à Sherbrooke, au Québec, avec Lisandro Araneda. Donc, je sais que Jean-Marie Péoche, il cherchait le nom la dernière fois. Ah, c'était lui? Ok. C'était Lisandro. C'était Jean-Marie ou c'était Romain Guérin, je ne sais plus. Je sais qu'il y en a un des deux qui cherchait le nom. Ouais. Donc, je me suis entraîné, donc, pour moi, en intersaison, parce que j'étais encore joueur de rugby. Et ensuite, et surtout pour apprendre aussi de cette culture-là, de l'entraînement, beaucoup plus axé sur le neuromusculaire, la force, l'explosivité, la puissance, la vitesse. Alors qu'en France, on était encore peut-être à la fin de l'ère du tout endurance, tout aérobie, tout VMA et du demi-Cooper de pré-saison qui allait décider si tu étais titulaire au premier match ou pas. Donc forcément, j'ai eu cette culture-là qui m'a beaucoup marqué. Et à partir de là, quand je suis rentré en France, je me suis inscrit dans un club d'haltérophilie. J'en ai pratiqué pendant 2 ans parce que je pensais que si je voulais le faire pratiquer aux athlètes, aux sportifs que j'entraînais, il fallait que je pratique, que je sois compétent dedans.
Donc mon niveau était tout à fait basique et commun, rien de fou. Mais au moins, je me sentais à l'aise après de le coacher. Et ce voyage au Canada, qui m'a coûté pas mal d'argent parce que je n'avais pas trop d'économie à l'époque, a été en fait le starter de tout. Euh, Parce qu'à ce moment-là, dans le club des Dragons catalans, qui est l'équipe phare française de rugby à 13, qui joue en Super League là, dans le championnat européen, le préparateur physique s'appelait Keegan Smith, qui était australien. Et Keegan, il avait décidé de faire un tour de France de tous les préparateurs physiques des clubs de première division pour se faire des amis en France, pour pratiquer le français, puis voir un peu comment nous on voyait l'entraînement. Et donc, Keegan, il était aussi fan des vidéos de Lisandro sur YouTube. Et moi, j'ai un ami qui joue au Dragon Catalan, un ami d'enfance. Et un jour, Keegan, il lui montre une vidéo de Lisandro. Et mon ami lui dit, mais tu sais qu'en ce moment même, j'ai un pote qui est là-bas et qui s'entraîne pendant un mois chez ce gars. Donc, au final, ça a fait la connexion. Et il est venu à Montpellier. On s'est rencontrés, on a discuté. Le feeling est passé directement. On était alignés sur tout. Sur la même page, ouais. Ouais, mais c'était même c'était assez pas impressionnant, mais surprenant parce que lui avait un tout petit peu plus d'expérience que moi. On avait les mêmes modes de pensée, on voyait l'entraînement de la même façon, sauf que lui, il avait déjà exercé dans le milieu pro et pas moi. Et voilà, donc on est resté en contact, on a échangé. Je me rappelle, il m'avait invité à passer une semaine au club pour regarder un peu comment c'était le milieu professionnel. Donc moi j'étais là avec des yeux, parce que moi je suis rugbyman 13iste, donc j'ai joué 20 ans au rugby à 13. Ouais. Et de pouvoir passer une semaine dans le grand club français, c'était pour moi un super cadeau. Qu'est-ce qui t'a Donc, impressionné dans cette semaine-là d'observation? Qu'est-ce qui t'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là? en fait, j'avais aucune idée de comment ça pouvait se passer, quoi. Malgré quelques années à la fac, quelques diplômes, des discussions avec d'autres gars et tout, tant qu'on n'y est pas ou qu'on n'a pas passé au moins, je dirais, une semaine ou deux dedans, on ne peut pas savoir à quel rythme ça va, quelle est l'importance de la communication. Surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est surtout le nombre de staff. Et encore que le Club des Dragons n'est pas un club qui a un staff énorme. Mais en termes de nombre, je parle, mais en termes de compétences, toujours bien. Mais c'est surtout ça, quoi. Déjà, avoir deux, trois préparateurs physiques avec la salle de musculation à l'intérieur du stade. Voilà, quand nous, dans le club où je travaillais, on n'avait pas de salle de musculation, donc les gars allaient dans leur salle perso ou n'y allaient pas. On avait rien, quoi. Moi, je me débrouillais avec quelques jalons, deux, trois plots et trois boucliers. Et c'était vraiment le seul matériel que j'avais. Ouais. Et là-bas, il y avait tout sur place, quoi. Enfin, c'était bien huilé. Voilà, les plannings sont donnés. Donc déjà, bon, en discutant un peu avec mon pote, je me rendais compte qu'il s'entraînait 4 ou 5 fois semaine. Mais je me demandais un peu comment ça s'articulait les journées. Et puis là, j'ai pu voir vraiment comment les journées étaient articulées. Les transitions entre la vidéo, le terrain, la salle de muscu, la répartition des tâches entre les prépas et les kinés, toutes ces réunions avec donc les joueurs blessés, les joueurs qui vont jouer, les joueurs qui vont être hors groupe pour organiser tout ça. Et je pense que tant qu'on n'y est pas passé au moins une semaine, on peut pas savoir. Voilà, donc moi j'étais avec des grands yeux. Et puis au final, 4 mois après, un coup de fil et Keegan me propose de devenir son assistant. Parce qu'il cherchait un assistant et que parmi les personnes qu'il avait côtoyées dans cette année-là en France, qu'il avait rencontré en tout cas, il pensait que j'étais celui qui avait le plus le profil pour bien travailler avec lui. Donc c'est comme ça que le jour de mon anniversaire en 2012, le 14 août 2012, j'ai mis un pied dans le monde pro pour finir la saison avec les Dragons, puisque la saison, les matchs démarrent en février et finissent début octobre. Donc j'ai fait quelques semaines avec la fin de saison et ensuite je travaillais ensuite de plein pied à partir de la saison d'après.
Avant de passer à la suite de ton parcours, ces premières semaines avec l'équipe et ensuite la saison suivante, quels ont été les plus gros changements pour toi par rapport à ta vision de la préparation physique avant d'entrer dans ce monde-là? Euh, des changements, il n'y en a pas eu des masses, je dirais. Enfin, il n'y a pas eu des choses qui m'ont fait complètement changer. Hmm. Je dirais peut-être le fait que j'ai travaillé avant ça pendant 5 ans, donc un an avec une équipe de jeunes de cadets ou U16 Hmm. et 4 ans avec l'équipe de Montpellier qui était une équipe quand même complètement composée de joueurs amateurs. Hmm. Euh, Moi, j'avais pas de matériel, j'avais pas de salle de muscu, donc le côté neuromusculaire, ben, il fallait un peu l'oublier. Du coup, pour que les joueurs soient fit, ben, il fallait forcément que je fasse de la vitesse, de la course. Donc, je basais beaucoup l'entraînement sur le volume de course. Ouais, Alors, parce que j'ai c'est ce que toujours. tu avais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je me disais, bon, si je veux qu'on soit fit ou en condition, les mecs, ils ne travaillent pas la force, ils ne travaillent pas beaucoup l'explos, la puissance, tout ça. Donc, on peut le faire sur le terrain, bien sûr, mais je basais beaucoup sur le volume de course. Et après, j'ai jamais été un grand fan de faire des lignes de course, du 30-30, 15-15 uniquement à base de course ou de navette. Bien sûr, j'en Hmm. ai toujours fait en intersaison un petit peu, mais j'ai eu un entraîneur australien en 2007 qui s'appelle James Wynn dans mon club quand je jouais en première division qui est arrivé. Et en fait, moi, je connaissais que ce type de préparation physique-là. Le 15-15, le 30-30, intersaison, pré-saison, en saison, la trêve de janvier. La totale. Toute Ouais, l'année. aérobie, aérobie. Voilà. Ouais. Alors voilà. En plus, je venais de l'athlétisme, donc j'étais pas trop mal sur ça. Hmm. Donc j'avais une VMA à 18,5, c'est plutôt correct, on va dire, pour Ouais. un joueur de rugby. Je connaissais que ça. Je connaissais vraiment que ça. Et quand ce coach est venu et il a commencé à introduire des conditioning games ou des fitness games, peu importe comment on les appelle, euh, bien sûr, forcément, ça plaît beaucoup plus que de faire des navettes ou des longues lignes droites. Hmm. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à être prépa physique dans une équipe, puisque je ne l'étais pas encore, c'est ce style-là que je veux développer. C'est donc bien sûr que je ne ferai pas de test VMA parce que au final, si je souhaite entraîner avec du ballon, est-ce que je vais faire des tests VMA toute l'année pour voir si les gars sont fit ou pas? Non, je préfère me rendre compte un peu en match, mais surtout voir comment. Surtout, je regarde la qualité des fitness games. Hmm. Euh, Si en début d'année, les gars, ils ont les mains sur les hanches, tu sais, ou deux, trois actions, que les blocs, on est obligé de les réduire parce qu'il y a trop de fautes et il y a beaucoup moins de joueurs qui font de soutien ou de repli défensif ou quoi. Bon, on se rend compte qu'ils sont pas en bonne forme. Et si on arrive à soutenir des blocs avec un peu plus d'action de la part de tout le monde, où on arrive à augmenter les blocs et qu'on continue à avoir de la qualité avec moins de fautes, là, je me dis, bon, je pense leur fitness est en train de s'améliorer. Donc, moi, j'avais cette vision-là, si tu veux, d'avoir beaucoup connu le travail physique chaque semaine avec Hmm. les amateurs. Tous les mercredis, on avait notre partie physique parce que déjà, on s'entraînait que 2 fois dans la semaine et pour jouer un match le dimanche. Donc, tu ne peux pas faire que 2 fois du rugby pour jouer une fois le dimanche. Alors, du coup, ben, il y avait toujours cette partie physique. Et là, c'est vrai que chez les pros, le fait qu'ils s'entraînent 4 fois dans la semaine avant de jouer le week-end, Hmm. forcément, leur qualité aérobie, il l'a développé ou il la maintenait plutôt en saison par ce volume d'entraînement, ces heures passées sur le terrain. Hmm. Donc ça, c'était quelque chose où c'est une des premières questions. J'ai dit, est-ce que vous faites du physique dans la semaine? Si oui, quand? Quel type? Et là, ils m'ont dit, ben non, on est plutôt en fin de saison, donc on a déjà 25-26 matchs dans les jambes. On s'entraîne 4 fois semaine. On a la muscu, on a les séances hors groupe pour les joueurs qui ne jouent pas. Donc, on n'a pas du tout besoin de travailler la condition physique. Là. Voilà, ça, c'est le plus gros changement. C'est Hmm. le fait qu'il y ait un énorme volume d'entraînement comparé au milieu amateur qui faisait que moi, je pensais être obligé chaque semaine de mettre une dose, une stimulation de travail physique. Alors que chez les pros, il y a des moments pour ça, mais il y a beaucoup plus de semaines où il n'y a pas de travail physique
à qui est l'intérieur des dédié, quoi. séances. Ouais, Ouais. dédié, voilà. Ouais. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu regardes au niveau pro, il y a un besoin de. Ça dépend encore une fois du niveau auquel tu évolues, mais sur la charge de travail, tu as besoin de quantifier ça au niveau des volumes de course, certains volumes de course au-dessus d'une certaine vitesse. Mais au niveau amateur, suivant où tu évolues, il faut presque avoir des barèmes minimaux en termes de je veux qu'au minimum, il court ça par semaine. Parce que s'il s'entraîne, comme tu as dit, s'il s'entraîne que 2 fois par semaine, eh Ouais, ben, tu vois, s'il passe un entraînement complet, disons que les avants, ils s'entraînent à faire leur mêlée, leur touche pendant une séance, et après ils ont une séance, mais ils ne courent pas beaucoup, tu arrives au match, tu n'as pas assez couru, entre guillemets, pendant la semaine pour avoir fait assez pour au moins maintenir, voire progresser. Donc, c'est intéressant, ces deux niveaux qui sont complètement opposés, qui ont des besoins aussi au niveau de gestion de la charge qui sont différents, quoi. exactement, exactement. Une des choses que je fais actuellement, c'est de proposer des services de consulting pour les clubs, Mhm. surtout les clubs amateurs. Ouais. J'ai pas mal surtout dans le rugby à 13, donc des anciens coéquipiers ou adversaires qui sont désormais entraîneurs dans des équipes. Et c'est vrai que je collabore avec certains d'entre eux pour essayer d'améliorer tout simplement leur planning, les jours d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre tel jour dans l'entraînement? Par exemple, ne pas mettre les contacts tel jour, les Mhm. mettre tel jour. Euh, Faire des choses un peu plus modérées tel jour et un peu plus intenses notre jour. Mhm. Donc, je collabore avec eux comme ça. Et dans les petits clubs amateurs, mon objectif, c'est qu'en pré-saison, plutôt que de s'entraîner mercredi, vendredi, comme ils le font en saison, c'est de leur rajouter un jour d'entraînement. Alors que ce soit le mardi ou le samedi matin, ou peu importe. Euh, Parce que je leur dis, voilà, en gros, en saison, pendant 9 ou 10 mois, vous allez vous entraîner mercredi, vendredi et jouer le dimanche. Ça va vous faire 3 stimulations dans la semaine. Mhm. Et en pré-saison, qui est censé être le moment où on peut s'entraîner plus et qu'on peut s'entraîner plus fort, mais au final, vous n'avez que 2 stimulations. Donc, les joueurs, ils ont plus de stimulation en saison que pendant la pré-saison, qui est le bon moment pour essayer de développer, de mettre les joueurs en forme. C'est Donc, juste, ouais. ma première démarche, c'est d'essayer, quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, mais de rajouter un 3e jour d'entraînement à ces équipes-là. Et donc, Mhm. ça fait partie un peu de ma pensée que j'ai eue après avoir quitté le milieu amateur pour entrer dans le professionnel. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses qui m'ont le plus marqué. Et à partir de ce moment-là, donc, tu es dans une équipe à 13 avec un bon niveau, une bonne structure. Comment est-ce que tu es passé de ça au rugby à 15 ensuite? Alors, encore une fois, un petit concours de circonstances. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir envoyé de CV nulle part dans ma vie. Je sais même si j'ai peut-être envoyé des CV. J'en ai envoyé en Australie parce que j'avais envie de travailler là-bas un jour. Mais au Dragon, j'ai rencontré Kigan et puis quelques mois après, il me propose de venir alors que je pensais que ça serait jamais. J'ai même jamais demandé à intégrer les Dragons tellement je pensais ça impensable. Donc j'ai eu cette chance-là. J'ai fait donc 1 an en tant qu'assistant de Keegan. Au final, Keegan, il est parti très rapidement avec Trent Robinson. Ils sont tous les deux partis au Sydney Roosters. Ok. Très rapidement après m'avoir recruté. Donc c'est Trent qui a eu l'opportunité d'aller coacher là-bas et Keegan l'a suivi. Du coup, ben, je me suis retrouvé avec un autre entraîneur et un autre chef de la performance. Donc j'ai passé une année à être assistant. Donc mes rôles, c'était la réathlétisation en premier, où là aussi c'est quelque chose qu'au niveau amateur, on fait. Enfin, moi en tout cas, je faisais presque pas. Dès qu'ils sortaient ils étaient blessés, ils allaient chez le kiné. Quand le kiné il disait c'est bon, ils peuvent recourir, ils revenaient à l'entraînement et puis Mhm. voilà, Mhm. ils intégraient l'entraînement. Donc là, j'étais en charge de la réathlée, donc il a fallu rapidement que j'apprenne ce que c'était et comment il fallait se débrouiller. Heureusement, j'ai été très bien aiguillé et surtout chapeauté par les 2 kinés du club qui ont été hyper compréhensifs avec le fait que j'ai pas trop d'expérience et qui m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et c'est vraiment des personnes à qui je dois beaucoup. Peut-être un petit point pratique pour ceux qui écoutent et qui évoluent certainement peut-être au niveau amateur. Pour ceux qui évoluent au niveau amateur et qui ont peut-être pas cette structure d'avoir quelqu'un qui est dédié à la réathlétisation, qui doivent s'en occuper comme toi, tu devais le faire aussi dans le milieu amateur. Quels sont
les choses à pas manquer quand on ramène quelqu'un sur le terrain après une blessure, pour toi, les 2 ou 3 plus gros points pour que les gens puissent les utiliser de manière pratique? Alors, je partirai déjà par une communication avec les personnes qui se sont occupées du joueur blessé au niveau médical. S'il y a possibilité de contacter le médecin déjà, parce qu'ils ont tous des médecins différents en général, donc déjà pour savoir réellement qu'est-ce que c'est la blessure. Parce que des fois, le joueur, il arrive en disant j'ai une déchirure. Bon, déchirure, ça veut tout et rien dire. Il peut en avoir pour 3 mois comme pour 5 jours. Donc, essayer de savoir ça. Ensuite, s'il est allé voir un kiné, ben, essayer de rentrer en communication avec le kiné pendant la phase de rééducation déjà pour savoir qu'est-ce qui est fait en cabinet et qu'est-ce qui est peut-être possible de faire à côté, sur les membres sains notamment. Ensuite, vers cette phase un peu mixte entre la rééducation et la réathlétisation, celle où les deux curseurs de kiné et prépa sont à peu près au même niveau, mais essayer d'avoir une bonne communication avec le kiné pour ne pas faire doublon sur ce que l'on fait par rapport à ce que lui il fait dans son cabinet. Et ensuite, ben, voilà, avoir la phase de reprise terrain. Donc, je pense que déjà, connaître la blessure et savoir ce qu'il a fait en phase de rééducation, le joueur, c'est super important. Comme ça, on sait où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'on peut aller. Sinon, vraiment, basiquement, je dirais que ça dépend de la blessure, mais d'aller du faible volume vers le haut volume, de la faible intensité vers la haute intensité, de la course en ligne droite vers la course en courbe, vers les changements de direction plus appuyés, les navettes, etc. Les sauts en contre-haut vers les sauts en contrebas. Voilà, de la faible vitesse vers la haute vitesse, d'être très progressif. Je pense que si on est progressif, on ne peut pas trop se tromper. Après, quand c'est le cas d'une lésion musculaire, au niveau amateur, en général, c'est le kiné qui s'occupe des premières phases de renforcement. Donc, toutes les phases avec le travail excentrique, isométrique et tout ça, en général, si c'est bien fait par le kinésithérapeute, c'est pas à nous de nous en occuper, mais la reprise de la musculation doit être un petit peu pareil, peut-être avec de la demi-amplitude à l'amplitude complète, de l'endurance de force vers la force, puis vers l'explosivité. Voilà, si on est progressif, et surtout si on s'adapte au ressenti après la séance, je pense qu'on ne peut pas faire de bêtises. Voilà. Ouais, et je pense que le dernier point que tu as relevé, le ressenti de l'athlète et toi, ton œil en tant que coach sont très, très importants aussi. La réathlétisation, c'est beaucoup moins simple qu'un programme que tu écris pour quelqu'un qui est en bonne santé, Oui. dans le sens où il faut toujours avoir beaucoup de flexibilité par rapport à ce que tu as écrit sur le papier et ce que tu vois le jour même avec la personne devant toi. D'ailleurs, avec Sport Conditioning, mon entreprise, on coach des rugbymen à distance et on ne prend pas de réathlé, ou quasiment pas. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas faire de réathlé à distance. Ma façon de coacher, elle ne s'adapte pas à la réathlé à distance, je pense. Parce que quand je faisais de la réathlé, je partais du début de la séance d'un point A, où avec le kiné, on disait, OK, il en est là. Et en fin de séance, on aimerait qu'il en soit au point B. Voilà, on aimerait qu'il arrive là. Et je faisais beaucoup au feeling. C'est-à-dire que je démarrais par l'échauffement et puis je regardais un peu comment il bougeait, quelle que soit la blessure, sur des gammes athlétiques, soit en marché, soit en skipping, soit des gammes un peu plus poussées. La façon dont l'athlète il bouge, le joueur bouge, me disait ok, ben, je vais commencer par aller faire une séance dans les gradins. Début de séance gradin, ensuite on reviendra sur le terrain ou inversement, enfin, peu importe, mais je travaillais pas mal au feeling et j'essayais en fin de séance de me rapprocher du point B, c'est-à-dire qu'il ait validé une chose que l'on souhaitait valider ce jour-là. Et je ne suis pas très protocolaire sur ça, donc j'ai du mal à travailler en réathlé à distance parce que j'ai besoin de voir tout le temps la personne bouger. Ouais, mais ça, je pense que c'est de ta part, je pense que c'est une force et une connaissance de soi qui est importante en tant que coach aussi, c'est qu'on ne peut pas tout faire.
parfaitement. On ne peut pas être bon avec tout. Et donc, si toi, tu sais que la façon dont tu travailles, ça ne s'adapte pas à ça, bah, tu as peut-être meilleur temps de trouver quelqu'un qui fait de la réathlée, soit en personne avec ces personnes au niveau physique, soit à distance, qui ensuite te permet de faire ton travail le mieux possible, plutôt que d'essayer de tout faire, alors que c'est peut-être pas hors de ton champ de compétences, mais ça ne s'aligne pas aussi bien que tu le voudrais avec le reste du travail que tu fais. Ouais, c'est ça. Mon collègue, donc mon ancien collègue au Dragon Catalan, Maxence Rivière, là, qui travaille aujourd'hui à Provence Rugby, je travaille avec lui sur sport conditioning, sur le suivi des joueurs de rugby. Et lui, je sais qu'il a pris une réathlétisation post-ligament croisé antérieur en ligne. Elle s'est très bien passée, le joueur est très content, il n'y a aucun souci. Moi, je ne sais pas le faire, donc c'est pour ça que le joueur a travaillé avec lui. Ou sinon, ouais, j'essaye de trouver quelqu'un dans la région pour qu'il puisse s'occuper du joueur. Mais moi, c'est pas ma façon de travailler, donc je ne veux pas faire de bêtises comme ça. Et donc, pour continuer sur ta transition rugby à 13, Ouais, rugby à 15, vas-y. désolé, ouais, ça arrive souvent Non, que je non, non, parte. c'était ma question. C'était ma question. Non, mais c'est ouais, donc j'étais en charge de la réathlée la première année, puis assistant sur tout ce qu'on faisait avec le reste de l'équipe. Je suis passé à chef de la préparation physique au bout d'un an. Et donc pendant 3 ans, j'ai eu ce poste de. Alors j'aime pas trop appeler aide performance, surtout moi parce que moi je suis pas trop le gars. Le aide performance, il est vraiment dans la relation avec le médical, le coach et le prépa physique. Et c'est plus un coordinateur Ouais. qui essaye de rester à la page des dernières recherches scientifiques. C'est plutôt une personne comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain, donc je préférais dire que j'étais responsable de la préparation physique ou Head of Strength and Conditioning, si tu veux, mais Ouais. pas Head Performance, ça ne me collait pas. Mm-hmm. Donc pendant 3 ans, j'ai eu la chance de faire ce job-là, donc d'avoir la charge de la prépa physique, ce qui forcément a augmenté mon CV. Il y a une jolie ligne qui s'est inscrite à mon CV, d'autant plus que le club des Dragons est un club qui faisait les playoffs chaque année. Donc c'est un club de top 6 de Super League et c'était quand même donc une équipe assez reconnue. Au bout de 4 ans, je pensais que j'évoluais plus personnellement, je me sentais plus à l'aise dans le club et il fallait que je voie autre chose pour évoluer. Donc, j'ai eu une proposition de renouvellement de contrat pour 3 ans que j'ai accepté au début. Et puis ensuite, je suis vite revenu sur ma décision en allant voir le coach en disant que je ne voulais pas re-signer parce que je ne me sentais pas aligné avec ma vision et que j'avais besoin de voir autre chose. Donc, j'ai terminé donc mon contrat et puis j'ai décidé de refaire une saison de rugby avec des copains. Et au milieu de la saison, de partir en Australie pour 3 mois. Donc, avec les 4 ans au Dragon Catalan, j'avais eu la chance de côtoyer beaucoup d'excellents joueurs de l'hémisphère sud, des internationaux australiens et néo-zélandais. Certains étaient revenus jouer en Australie, d'autres étaient revenus y vivre après leur carrière. Et donc, j'avais quand même pas mal de connaissances en Australie, que ce soit sur Sydney, sur Canberra, sur Brisbane, sur Newcastle, donc pas mal de grosses villes. Et j'avais aussi des contacts sur Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc je suis allé passer 3 mois là-bas et j'ai visité 6 clubs, donc 4 clubs de rugby à 13 et 2 de rugby à 15. Et en fait, il y a des clubs où je me suis retrouvé là-bas, donc avec mon sac à dos, ma valise, et puis en fait, je faisais au jour le jour presque. Mon seul point de repère, c'était que j'avais 2 semaines à mon arrivée à passer avec les Sydney Roosters, puisque Trent Robinson, leur entraîneur, était la personne qui m'avait fait signer au Dragon. Donc je savais que j'allais passer au moins mes 2 semaines avec les Roosters, et puis ensuite, il fallait que je me débrouille. Heureusement, il y a quelques joueurs qui m'avaient organisé un déplacement à Brisbane, des anciens joueurs que j'avais entraînés. Et au final, au gré des rencontres, à côté des Sydney Roosters, il y avait les New South Wales Waratahs. Ouais. Donc un soir, en rentrant à l'hôtel, j'ai tapé à la porte des Waratahs et j'ai dit, voilà, je suis français, je viens du rugby à 13, je suis en Australie, et est-ce que je peux venir passer un jour, 2 jours avec vous, une semaine? Ils m'ont dit, ok, viens la semaine prochaine. Donc j'ai passé une semaine avec les Waratahs, qui s'est super bien passé.
ensuite, ils m'ont dit, si tu recherches d'autres clubs, ben, on a notre ancien préparateur physique assistant qui est désormais au West Tigers à Sydney. Donc, si tu veux, on le contacte. Donc, je l'ai contacté. Donc, la semaine après, j'ai été au West Tigers. Après, je me suis baladé un peu dans Sydney. Ensuite, je suis monté chez Keegan Smith à Byron Bay. Et on a passé 2 semaines là de camp d'entraînement avec Sonny Bill Williams, où on s'est entraîné donc, pendant 15 jours parce que Sonny Bill avait eu Keegan au Sydney Roosters et puis ben, il s'était super bien entendu. Et donc, je suis monté là-bas et je me suis entraîné pendant 15 jours avec Sonny Bill, voilà, une espèce de machine de guerre. Qu'est-ce qui est ressorti de ton expérience en Australie par rapport à ce que tu avais connu en termes de culture de la performance dans le rugby français? J'ai toujours pensé, alors je l'avais déjà remarqué en France, mais j'ai toujours pensé que les anglo-saxons sont capables de switcher assez rapidement du fun au travail. C'est-à-dire que 1 minute avant le début d'une séance en salle ou autre, ça rigole, ça danse, il y a la musique à fond, ça se fait des passes, ça se chambre, certains s'échauffent bien. Donc voilà, c'est assez vivant. Le coach rentre, allez, c'est bon les gars, on est parti. Puis voilà, la musique s'éteint, tout le monde arrive, écoute et ensuite part faire son job. Ça, en France, je ne l'ai encore jamais vu. En France, je dis tout le temps, quand je rentre dans la salle de muscu, avant la séance, 5 minutes avant ou 10 ou 15 minutes avant, en fonction de l'ambiance qu'il y a dans la salle, je sais la difficulté que je vais avoir à rentrer dans la séance pour les joueurs. C'est-à-dire que si c'est très très fun, qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance, que ça rigole, je sais qu'ils vont mettre à peu près 5 à 10 minutes à rentrer dans la séance, qu'ils vont continuer à discuter de ce qu'ils étaient en train de faire, etc. Et que ça va être assez long. Alors que si je rentre dans la salle et que c'est plutôt calme, assez stable, je sais qu'ils vont y rentrer plus facilement. Donc ils ont moins de facilité à switcher du fun au job. Voilà. Et ensuite, sur ton retour en France, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis rentré en France après avoir visité tous ces clubs et avoir pris du bon temps dans l'hémisphère sud. Je suis rentré, j'ai voulu me lancer tout seul, donc faire du coaching en ligne. Keegan m'avait proposé de travailler avec lui sur le projet Real Movement Project, où il souhaitait lancer un mentorat, un en France et un en anglais, donc pour tous les anglo-saxons. Donc j'ai lancé le mentorat Real Movement, donc je travaillais avec Keegan. Et ensuite, je travaille à mon compte aussi avec certains joueurs de rugby que j'entraînais à distance. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de Ludovic Lousteau, qui était le préparateur physique en chef de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a souhaité discuter un peu de planning, d'organisation des semaines. Et donc, on a discuté de ça sur une paire de journées par mail interposé. On ne se connaissait pas du tout. Et au bout de 2 jours, il me dit, bon, en fait, voilà, je te sondais un petit peu parce qu'on cherche quelqu'un avec ton profil plutôt axé à musculation, travail, amélioration, qualité, force, puissance. Est-ce que tu serais OK pour venir lundi passer un entretien au club? J'ai dit, ouais, j'avais pas prévu ça, mais on ne dit pas non à un entretien pour un club de top 14. Ouais. Donc, j'y suis allé sans prétention et du coup sans stress. En présentant la façon dont je travaillais à Ludo et à Jacques Brunel. Et donc, ils m'ont dit, OK, écoute, il faut qu'on te dise demain, on reçoit le préparateur physique du Leinster et on te donnera une réponse rapidement parce que la saison, elle allait démarrer très rapidement. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci, je suis rentré de Bordeaux, j'étais content. Voilà. Et puis, en fait, donc 48 heures après, ils m'ont rappelé en me disant, si tu veux, le job, il est pour toi. Les raisons, ça a été le fait que je parle anglais et français. Et la deuxième, ça a été que quand j'ai expliqué comment fonctionnait la Super League, on joue tous les week-ends en Super League. Il n'y a pas un week-end où on ne joue pas, à part si on est éliminé en coupe vers la fin de l'année. Mais en gros, ça joue tous les week-ends. Et le top 14, c'est un petit peu pareil. Ça joue tous les week-ends. Noël, 1er de l'an, ça joue. Et dans le gars du Leinster, je sais que lui, il avait montré un modèle où, en gros, les provinces dans le championnat, la Ligue celtique, là,
eux, ils mettent énormément l'accent sur la Coupe d'Europe. Ouais. Donc, en fait, les matchs de championnat servent à se préparer pour les matchs de Coupe d'Europe. Et ils avaient un petit peu peur que ce soit des planifications, des programmations qui soient faites pour piquer à un certain moment, si on peut dire ça, piquer, alors que j'y crois pas du Ouais. tout. Ouais. Du coup, délaisser certaines semaines. Alors qu'en top 14, c'est interdit de perdre, sinon on se retrouve rapidement, comme c'est serré, en fin de championnat. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer le club de Bordeaux. Comme tu as mentionné par rapport à la langue, le fait que tu parles français et anglais, est-ce que, à ton avis, à l'heure actuelle, dans le championnat français, qui a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur de pays anglophones, est-ce que c'est un manque, à ton avis, au sein des staffs de peut-être pas toujours avoir quelqu'un qui peut avoir cette conversation directe avec les joueurs anglophones? Alors, je pense que maintenant, il y a de plus en plus, enfin, dans les staffs, tout le monde parle français et anglais, à mon avis. Je sais qu'en France, on n'est pas les meilleurs dans les langues étrangères, euh, mais je pense qu'il y a quand même du monde dans tous les staffs qui est capable de parler dans les deux langues. Mais oui, moi, je conseille tout le temps les jeunes étudiants d'apprendre l'anglais, de lire en anglais, de vraiment devenir performant, parce que notamment dans des sports comme le football, le rugby, même le handball, les championnats français, il y a la moitié des joueurs dans les effectifs pro, ils sont d'une autre nationalité. Moi, je ne parle pas espagnol, mais là, j'ai 3 Argentins, on parle en anglais, ça me sert de parler anglais avec eux. Euh, ouais, on peut communiquer avec tout le monde, quoi. Ça, c'est obligatoire. Si on veut arriver au niveau professionnel, tôt ou tard, il va falloir qu'on parle anglais, parce qu'on va travailler soit avec un entraîneur étrangers, soit avec des joueurs ou des sportifs ou des athlètes étrangers. Et ouais, pour moi, c'est vraiment une base à avoir en tant que préparateur physique. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es passé du 13 au 15? Est-ce qu'il y a eu des petits ajustements pour toi en termes de ton approche à la préparation physique que tu as dû faire? Alors, le plus gros changement, ça a été, je pense, la grosseur du squad. À 13, on joue, tu sais, à 13 plus 4 sur le banc, donc ça Ouais. fait 17 joueurs. Donc il y a un effectif à peu près de 30 joueurs D'accord. dans l'équipe professionnelle. À 15, on se rapproche de 45-50. Donc forcément, il y a les séances, notamment en salle de musculation, où on a beaucoup plus de monde à gérer. Moi, j'avais à gérer des groupes de, si on enlève les blessés, on va dire de 12 à 15 joueurs. Là, maintenant, je dois gérer des groupes de 20 à 26 joueurs. C'est différent. Ouais. Ça demande plus d'organisation. Ouais. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Ensuite, la véritable dans la préparation physique, mais c'est très culturel. Alors, je connaissais quand même un peu le 15, bien sûr. J'avais un peu joué en Narbonne. Mais les avants et les trois quarts, c'est deux familles différentes, quoi. C'est complètement différent. Alors qu'à 13, les gabarits des joueurs sont plutôt sont Se souvent les rapprocher un mêmes. peu plus. Ouais, ils se Ouais. rapprochent. C'est plus homogène. On a même souvent des trois quarts qui sont des fois beaucoup plus costauds que des piliers. Ou plus lourds, mais bon, par contre, ils sont plus rapides. Mais souvent, ça arrive qu'on puisse avoir un trois quarts de 105 kilos, alors qu'on a un pilier qui en pèse 100 à 13. Ouais. Et voilà, alors qu'à 15, on a C'est pas vraiment des pareil. gabarits. Non, lui, tu le vois, tu sais qu'il joue pilier, quoi. Il peut pas jouer autre chose. C'est ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a changé aussi, le fait d'avoir deux familles distinctes, des tâches très spécifiques dans le rugby à 15, alors que des tâches beaucoup plus générales dans le rugby à 13. Plus de capacité à partir, à jouer d'un poste à l'autre et à changer, alors que là, il y a beaucoup plus de spécialistes. Ouais, cette culture. Alors, je ne peux pas dire que c'est une différence entre 13 et 15. À 13, je connais les Dragons catalans, je connais d'autres clubs aussi, et à 15, je connais l'Union Bordeaux-Bègles. Je ne suis pas passé dans 5 clubs à 13 et 5 clubs à 15 pour pouvoir dire la différence entre 13 et 15, c'est ça. Mais je pense que culturellement, par ce que j'ai rencontré à 13 et ce que j'ai rencontré à l'Union Bordeaux-Bègles, le joueur de 13 prend plus conscience que la préparation physique, c'est quelque chose qu'il a besoin.
s'il ne veut pas se blesser et s'il veut avoir une carrière longue. Donc d'être un peu plus sérieux et un peu plus motivé par le fait d'améliorer ses performances. À 13 et à 15, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la distance de course dans les matchs, elle n'est pas si différente que ça entre les deux sports. Il n'y a pas énormément de différence entre la distance de course parcourue dans un match de 15 et de 13. Par contre, les efforts à haute intensité, les durées des séquences de jeu et le nombre de collisions, ça diffère beaucoup. Donc le nombre de collisions, il est largement supérieur à 13, où c'est normal d'avoir des joueurs qui finissent l'année avec une moyenne de 35 plaquages par match. C'est énorme. Oui, c'est une moyenne chez énormément de joueurs. Ouais. Énormément. Les secondes lignes, les talonneurs, c'est du 35-40 plaquages par match toute l'année sur 30 matchs. Est-ce que tu penses que ça va de pair avec le fait que la préparation physique est un petit peu plus appréciée, c'est peut-être pas le bon mot, mais que les gens passent un petit peu plus de temps là-dessus parce que, enfin, du fait simplement des demandes, et c'est pas pour dire que le rugby à 15 n'est pas demandant au niveau physique, mais ce supplément à 13 fait que tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Il faut que tu sois en forme si tu veux pouvoir prendre les impacts, durer une saison ou plusieurs saisons et éviter des petites blessures comme ça. Oui, je pense vraiment, maintenant, 4 ans au Dragon, 4 ans à l'UBB, je pense vraiment que c'est... alors, il n'y a aucun propos, je dénigre rien. C'est plus facile d'être fit pour jouer un match de rugby à 15 de haut niveau qu'un match de rugby à 13. Ou à 13, on sent clairement que quand une équipe est craque, derrière, c'est la marée et ça va rapidement prendre 3-4 essais. Ouais. Elle peut les prendre en 20 minutes ou en 15 minutes. Et le score peut passer de 10 à 8 à 40 à 10. Ouais. Très rapidement. Je pense qu'à 15, c'est beaucoup plus facile de couper le temps, jouer au pied, occuper, faire, voilà, essayer de faire retomber un peu le rythme si on se sent un peu dépassé. Mmh. Après, il y a aussi le fait qu'en France, on dépend énormément à 13 de la culture anglo-saxonne, puisque la France est un tout petit pays de 13 et que la plupart des choses qui ont été amenées par des anglo-saxons, même si on a quand même une forte culture qui est un peu la même qu'à 15, celle du jeu et de l'évitement plutôt que de la collision. Il faut savoir que la France à 13 est le premier, le rugby à 13 en tout cas est le premier sport collectif où la France a été championne du monde. Ça, personne ne le sait, mais Non, je savais même pas. en 51, c'est ça. Ok. Donc, il y a quand même une culture. Mais le 13, à l'heure actuelle, il y a très, très peu de licenciés. À part un peu dans le sud, personne ne connaît. Donc, tous les apports que l'on a des nouveautés en préparation physique et dans le jeu, ça vient des anglo-saxons. Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en Australie, ça s'entraîne dur. Ils s'entraînent très, très dur. En Nouvelle-Zélande aussi, les Anglais aussi. Et du coup, ils ont apporté cette culture en France. Donc, je pense que le joueur de 13 a plus de facilité à se faire mal à l'entraînement qu'à 15. En plus, le 13 est un sport beaucoup plus individuel que collectif. On peut tout tenter, on peut tenter en tout cas beaucoup de choses, et il est plus axé sur les individualités. À 15, si on a des individualités, ça ne suffit pas. Non, parce que si tu vas t'isoler sur une course et que tu n'as personne derrière toi, autant à 13, tu as quoi? Tu as 3-4 secondes avec le plaquage, le tenu au sol pour te remettre en place. Oui. Autant à 15, ça ne pardonne pas, surtout maintenant avec les nouvelles règles. S'il n'y a personne là, tu vas te faire prendre le ballon tout de suite. Ouais, ça va plus vite. Et surtout collectivement, si devant collectivement à 15, on n'avance pas, comme on dit, on ne peut pas utiliser les individualités derrière. Donc c'est un sport qui est beaucoup plus collectif, où je sens beaucoup plus de liens entre les joueurs. Vraiment, quoi. C'est un sport qui est beaucoup plus collectif. Ils savent se trouver plus facilement, peuvent jeter un ballon, derrière il y a quelqu'un. Enfin, il y a toujours du soutien un peu partout. À 13, on est plus habitué des fois à voir des mecs partir tout seuls et à se dire, bon, on sait très bien qu'il va gagner le contact, ou alors il a des appuis de feu, donc il va peut-être nous marquer un essai 60 mètres et pas aller au soutien ou quoi. Okay. Donc je pense que oui, c'est pour ça peut-être que la prépa physique est un peu plus valorisée, j'ai l'impression.
Pendant qu'on parle du 13, je voulais revenir sur ton expérience avec l'équipe de France à 13 que tu as coaché en 2013, c'est juste, durant la Coupe Oui, du c'est Monde. ça. Ça m'intéresse de savoir à quoi ressemble le travail d'un préparateur physique pendant une Coupe du Monde. Parce on sait, si on est prépa, on sait ce qui se passe en saison, en pré-saison, etc. Mais je pense que c'est difficile d'imaginer pour les gens ce qui se passe vraiment pendant un grand événement comme la Coupe du Monde. Donc, est-ce que tu peux parler de toi, comment tu as organisé la routine de ton équipe en termes de préparation physique? Qu'est-ce que tu as pu placer? Qu'est-ce que tu pouvais absolument pas faire pendant cette Coupe du Monde en 2013? Alors, la Coupe du Monde à 13, elle était un peu particulière parce que l'équipe de France est composée à 75% des joueurs des Dragons catalans. Avec Toulouse, ce sont les deux seuls clubs professionnels et le club des Dragons est le seul qui joue en Super League à l'heure actuelle. Toulouse joue en Championship. Donc, on a 75% de l'effectif qui vient des Dragons. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été choisi en tant que préparateur physique, parce que ça faisait une continuité. Donc, à la Fédé, on est venu me voir en me disant est-ce que tu veux faire la Coupe du Monde à la fin de la saison. Et donc, bien sûr, j'ai dit oui. Euh, donc, moi, je connaissais les trois quarts des joueurs, je les coachais toute l'année. Donc, c'était plus facile pour moi de faire le lien. Les quelques joueurs qui venaient d'autres clubs, ben, j'ai rapidement contacté les préparateurs physiques dans les clubs en demandant quelques avis physiquement, de quoi ils avaient besoin, est-ce qu'il y avait des blessures, est-ce qu'ils étaient fit, pas fit, d'après eux. Bon, voilà, juste avoir un portrait un peu général. Ensuite, la préparation pour la Coupe du Monde, c'est pas du tout comme un rugby à 15, puisqu'à 13, la période internationale elle se situe à la fin de la saison. Donc, il n'y a pas de doublon, il n'y a jamais l'équipe nationale qui joue en même temps que les clubs. Donc, par contre, du coup, la période de préparation pour la Coupe du Monde, elle n'est pas de 3 mois, elle est de 3 semaines. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, parce que souvent c'est mis sur les réseaux sociaux, la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, elle dure 3 mois, ils font des stages, c'est top. Nous, c'était 3 semaines. En plus, en tant que pays organisateur, parce que c'était en Angleterre, mais il y avait quelques matchs en France, il y avait énormément, et pour en avoir joué une de Coupe du Monde universitaire, certes, mais en tant que joueur, il y a beaucoup d'opérations de promotion autour de l'équipe. Donc, quand on s'entraîne dans une ville, on est obligatoirement reçu à la mairie. Ensuite, il faut aller dans une école. Donc, quelques joueurs vont dans l'école, d'autres vont dans un partenaire de la ligue. Et il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de changements de lieu, d'entraînement. Puis, premier match, on a joué. Donc, on a fait nos 2 premières semaines en France, la première à Perpignan, la seconde à Avignon. Donc, tu mets toutes les promos à la mairie de Perpignan, plus toutes celles à Avignon. Ensuite, on est allé finir notre prépa en Angleterre parce que notre premier match contre la Papouasie était à Hull. Et donc, on est allé en Angleterre passer une semaine à Hull, où là, on s'entraînait dans un complexe, c'était un lycée. Donc, je ne sais pas, c'est high school, lycée, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, on était dans un super complexe, un lycée privé, avec une salle de musculation à l'intérieur, une piscine, donc ça c'était top. Donc il y a beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Et ensuite, les matchs aussi, donc on a joué à Hull, on a joué à Avignon contre la Nouvelle-Zélande, on a joué à Perpignan contre les Samoa et notre quart de finale à Wigan contre les Anglais. Donc on a changé d'hôtel chaque semaine. Et qu'est-ce qu'on faisait outre ces promotions? Ben, le moment où on avait le temps de s'entraîner, il fallait rapidement aller à l'essentiel. Toujours. Donc, pendant les 3 semaines de préparation, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première semaine, ça a été une semaine où l'entraîneur voulait absolument mettre l'accent sur le rugby. Donc, on n'a pas trop fait de préparation physique. Au final, on a essayé d'avoir des entraînements assez rythmés. Donc, moi, je tenais le timing de chaque séquence et on essayait d'avoir des entraînements rythmés, mais essayer de ne pas perdre trop de temps sur du travail complètement dissocié. Après, j'ai dû en faire un petit peu avec les joueurs qui venaient de première division française parce que forcément, le niveau international, c'était un gouffre par rapport à la première division. Donc, on faisait quelques suppléments avec eux. Au niveau musculation, là, Pardon de te couper. vas-y. En général, il leur manquait quoi à ces joueurs de première division? Est-ce que c'est vraiment dans tout, on va dire, toutes les caractéristiques physiques où il y a vraiment, par exemple, je ne sais pas, disons la vitesse et la force, où il y a une grosse différence entre les deux niveaux? C'est quoi pour toi les facteurs déterminants là?
Je pense que oui, les qualités de force, déjà en France, on n'est pas géniaux sur tout ce qui est qualité de force. Donc, il manquait ça. Mais outre ça, c'est juste le fait de jouer à un rythme beaucoup plus élevé qui leur Mhm. manquait. C'est uniquement le rythme. Parce que je pense que le travail qui est fait dans les clubs, il est bon. Euh, En France, avec le peu de moyens qu'il y a dans le 13, il est bon. Par contre, les matchs du week-end ne préparent absolument pas à jouer une Coupe du Monde. Ouais, c'est vraiment le rythme de jeu, la C'est vitesse à ça. laquelle bouge le ballon, les joueurs. C'est ça. Et on Mhm. l'a vu dès les premières semaines où les joueurs des Dragons et de Toulouse étaient plutôt bien dans le rythme, il n'y avait pas de souci. Et les joueurs venus de l'élite 1 ont rapidement eu une petite contracture, Mhm. euh, voilà, des inflammations, tu sais, des signes que déjà l'entraînement proposé était un petit peu élevé par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de connaître. Ouais, ça c'est un bon point à relever, je pense. C'est des petites indications qui, nous en tant que prépa, nous forcent à nous poser certaines questions. Ça peut même être sur une pré-saison toute simple avec notre club amateur. Si après 2, 3 semaines, on commence, comme tu as dit, à voir ces petits pépins à gauche, à droite, c'est peut-être qu'on a, surtout dans ces temps où on commence de nulle part avec le confinement et les joueurs qui n'ont pas joué Ouais. depuis plusieurs mois. Si on voit après 2, 3 semaines qu'ils commencent à avoir deux, trois petits soucis à gauche et à droite, il faut peut-être se dire que soit au niveau volume, soit au niveau intensité, il faut ajuster un petit peu les choses. Ouais. Après, en pré-saison, c'est le moment aussi pour avoir ça. Voilà, il vaut mieux les avoir là qu'en saison. Mm. Donc, c'est normal si on planifie, enfin, si on programme plutôt notre pré-saison, notre préparation avec des semaines où le volume et l'intensité vont progressivement monter puis se croiser. C'est normal que la semaine qui est prévue avec le plus haut volume, avec une belle intensité, euh, dans la semaine, voire après, il peut y avoir un peu de casse ou quelques joueurs qu'on va retirer de certaines séances parce que tout simplement, le rythme est allé un peu trop vite pour eux. Mm. C'est le problème du sport collectif. On est obligé d'entraîner 30 ou 50 joueurs en même temps avec des caractéristiques différentes et des Mm. niveaux de progression et de remise en charge qui ne sont pas les mêmes, enfin pas les mêmes capacités. Donc c'est ça, en équipe de France, la première semaine, elle a été un petit peu comme ça. On a eu quelques pépins avec quelques joueurs qui jouaient en élite. Après, c'est rentré dans l'ordre. Et donc, au niveau travail physique sur le terrain, à partir de la semaine 2, la semaine 3, j'ai mis quelques blocs de travail physique associés, c'est-à-dire à l'intérieur de la séance, on faisait une séquence de rugby qui durait 10-15 minutes, un bloc de physique de 5 minutes, et on alternait comme ça. Mm. Au moins, on ne perdait pas trop de temps, les joueurs étaient déjà dans la séance, c'était pas... Enfin, je trouve que ça fonctionne bien, ce type de séance. Et au niveau muscu, ça a été assez rapide. La première semaine, un peu de réadaptation anatomique, pas de charge lourde, pas de travail explosif, des séries, on va dire, entre 8 et 12 reps. Et puis la deuxième semaine, on est passé un peu plus sur la force. Et la troisième semaine, on est allé sur les efforts dynamiques en priorité. Mm. Et ensuite, pendant la période de Coupe du Monde, c'était compliqué parce que on n'avait pas toujours les salles de musculation à disposition. Comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de promotions. On est à l'hôtel, donc on n'a pas un lieu vraiment pour nous pour s'entraîner. Ou alors on n'a que la pelouse, mais on n'a pas de salle de muscu. Mm. Donc il fallait faire des trajets et on ne pouvait pas faire des groupes. Voilà, donc là, ça a été en début de semaine un maintien de travail de renforcement. Et en fin de semaine, un travail en effort dynamique. On faisait 2 séances semaine. Et puis, de toute façon, on n'est pas là pour développer les joueurs pendant une Coupe du Monde. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux 4 coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive.
Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la différence d'objectif en préparation physique entre un intersaison, une pré-saison en saison et ensuite pendant une grande compétition ou pendant des phases finales où, comme tu as dit, l'objectif, c'est vraiment pas de développer. Maintenant, si on repart dans l'autre sens, si l'objectif est de développer des joueurs, pour toi, ça commence par quoi? Quelle est la première caractéristique physique ou une des premières que tu vas aborder pour faire en sorte que toute la préparation physique qui va suivre puisse prendre place de la meilleure manière possible? Alors, alors, à la fois, je suis pas un fan de l'individualisation, mais à la fois, j'en fais quand même un peu. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que je semi-individualise. J'ai des groupes de travail. Je pense que tu dois connaître certainement Ashley Jones, qui a été préparateur physique avec les All Blacks, avec les Wallabies, les Crusaders, qui est actuellement à Houston aux États-Unis. Ouais. Que j'ai eu rencontré à Édimbourg quand il était en poste là-bas. Je suis allé passer une semaine. Ashley, lui, il a 3 groupes. Un groupe qu'il appelle Neural, il me semble. Ouais. Donc là, c'est le groupe qui est plutôt sur le travail de force et de puissance. Donc, il individualise par rapport au profil du joueur et à ses besoins. Et donc, il le place soit dans le groupe Neural, donc force et puissance, soit dans le groupe Mechanical, donc c'est le groupe hypertrophie, soit dans le groupe métabolique. Le groupe métabolique, c'est ceux qui ont besoin d'être un peu plus fit et ont plus besoin de conditioning et moins de musculation. Donc, lui, il a ces 3 groupes-là et ces 3 groupes que moi aussi j'ai repris dans mon travail. Donc, la première des choses, c'est de savoir, pour moi, j'ai comme, si tu veux, un arbre décisionnel où la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? S'il n'est pas en bonne santé, il faut qu'il aille dans un groupe particulier pour déjà qu'il soit plus blessé. Donc, ça peut être un groupe complètement sorti donc de réathlétisation, ou alors ça peut être un programme où il travaille un peu avec les kinés, un peu avec les prépas, mais le but, c'est de le faire sortir de la blessure ou de la pathologie pour qu'il soit en bonne santé. S'il est en bonne santé, il passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est est-ce que sa composition corporelle elle est correcte. Donc, on fait les tests de poids de corps et de pli cutané. Et si il manque de masse musculaire ou il est un peu trop léger par rapport à son poids de forme habituel ou parce qu'on estime que prendre 1 ou 2 kilos lui ferait peut-être un peu de bien sur sa puissance, il va rentrer dans un groupe hypertrophie. Si il est trop gras, il va rentrer dans un groupe c'est celui-là que j'appelle métabolique, où il va avoir un peu moins de muscu, un peu plus de travail de conditioning. Au niveau auquel tu travailles, qu'est-ce que tu cherches comme composition corporelle pour tes joueurs? C'est quoi la fourchette? Alors, moi, j'utilise la méthode Isaac avec 8 plis et on utilise uniquement la somme des millimètres. Ok. Voilà, donc ce n'est pas un pourcentage de masse graisseuse. Okay. Non. Allez, je vais te dire que pour les 3 quarts en dessous de 100 kg, ce serait bien qu'ils soient aux alentours de 10% de masse grasse. Les 3 quarts aux alentours de... Parce qu'il y a des 3 quarts qui sont à 115 kg maintenant, notamment les Iliens. On peut pousser jusqu'à 12%. Et après, chez les avants, les 3e lignes, il faut qu'ils soient quand même aux alentours de 12% aussi. Et ensuite, je dirais les secondes lignes, on va dire, on peut leur laisser jusqu'à 15%. Et les premières lignes, ça va dépendre de certains profils. Mais bon, on ne voudrait pas qu'ils soient trop au-dessus de 15%, mais bon, ils sont quand même bien souvent au-dessus de ça. Quand tu as des joueurs qui sont un petit peu au-dessus de ce que tu voudrais voir, tu t'as dit, tu les places dans le groupe métabolique. Et quelle est ensuite l'approche au niveau nutritionnel? Alors, la première approche, elle est au niveau nutritionnel, justement. C'est-à-dire que s'ils reviennent en pré-saison, on a déjà pris leur poids, on connaît en général leur poids de forme. On va dire qu'on leur laisse une fourchette de 2 kg, au-dessus ou en dessous.
Et ensuite, on sait à peu près à combien ils sont en termes de plis cutanés. Alors, comme je t'ai dit, on utilise les millimètres. Par exemple, les 3/4, on veut qu'ils soient en dessous de 55 millimètres pour les gants en dessous de 100 kg. Et donc, s'ils sont au-dessus, on a une zone orange et une zone rouge. Au début, quand ils arrivent, on leur dit « Ok, on sait que tu viens de vacances. On ne va pas être méchant d'entrée. Donc, la première approche, c'est on te laisse 15 jours. Par contre, tu rééquilibres ton alimentation. Tu fais tout le travail qu'on te demande de faire. Il y a quelques extras le mercredi qui vont être réalisés obligatoirement de ta part au club. Dans 15 jours, on reprend les plis cutanés. Si tu es rentré au moins dans la zone orange, on te met dans un groupe force, puissance ou autre. Si tu es toujours dans la zone rouge, on te fait passer dans le métabolique et là, c'est moins sympa. Voilà, quand les autres finissent la muscu, ben toi, tu n'en as fait que la moitié de la séance et puis tu vas finir avec de la boxe, du watt bike, du rameur. Est-ce que tu peux Voilà. peut-être parler de ces 3 groupes que tu mets en place et d'une semaine type pour ces joueurs? Quelle séance ils feraient tous en commun peut-être au niveau physique et après, quel groupe ferait quelque chose de dédié ou de complètement différent? Alors, à Bordeaux, on travaille tous en commun. On fait D'accord, ouais. tous les mêmes séances. C'est uniquement les contenus que je fais varier. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, je semi-individualise. Je trouve que c'est très important d'avoir tout le monde qui travaille en même temps dans la salle pour la cohésion. Mais aussi, voilà, moi, j'ai pas trop de groupes. J'ai 2-3 groupes. Comme ça, on peut bien coacher. Si j'ai 30 programmes différents, c'est très dur de coacher qualitativement 30 programmes différents. Si j'ai 3 programmes différents, avec quelques variations à l'intérieur en fonction des capacités de mouvement de chacun, c'est plus facile à coacher. Donc, je dirais, ils font tous les mêmes séances, mais notamment dans le travail de musculation, c'est là où ça change beaucoup. On a le travail, le groupe force et puissance qui va travailler moitié effort maximo, moitié effort dynamique, un peu à la Westside, hein, si je prends un exemple. Donc, ce groupe neural d'Ashley Jones, il travaille un peu comme ça. Le groupe hypertrophie, bon, ben, ils font le début de séance le même que le groupe neural ou force, et la fin de séance, ils ont toujours des finishers, des choses pour augmenter le volume de répétition et le volume de travail, pour aller vraiment mettre ces tissus conjonctifs, ces fibres musculaires à l'épuisement et espérer qu'ils ont une stimulation adéquate pour faire fabriquer plus de masse musculaire. Et le groupe métabolique, ben, ils ont le début de séance aussi comme les autres en musculation et la fin de séance où c'est souvent du conditioning of fit. Et si vraiment ils sont dans la zone rouge, ils viennent le jour off et ils font un cardio sous forme de travail mixé entre de la course, du rameur, du ski erg, de la corde et des choses comme ça. Donc en gros, c'est eux qui ont un extra le jour off. Le but de le mettre le jour off, c'est qu'ils n'aient plus envie de venir au club le jour off, donc qu'ils rétablissent rapidement les choses. C'est le petit, ouais, j'allais dire le petit sugus pour, mais c'est pas vraiment un sugus. Mais comme tu as dit, pour faire en sorte qu'ils regagnent leur jour de congé Oui, en faisant le travail et en n'ayant plus besoin de le faire du coup. oui, c'est ça. Et en termes d'indicateurs de performance, qu'est-ce qui est important pour toi en tant que préparateur physique? Ça peut être, ça peut varier, je pense, au sein de l'équipe par poste, etc. Mais quels sont pour toi les indicateurs de performance les plus importants que tu vas mesurer et sur lesquels tu vas garder un œil au cours de la saison? Alors, à Bordeaux, mon rôle, c'est strength coach. Donc, c'est en charge de la musculation. Ouais. Donc, si tu veux bien, je vais parler uniquement de mon job à moi. En salle de musculation, je regarde la force sur les patterns principaux de mouvement. Donc, j'ai choisi un mouvement de poussée pour le haut du corps, un mouvement de tirage. Je vais décevoir certainement, mais je suis très, très basique et simple dans ce que je propose. Il va y avoir un développé couché, il va y avoir la traction, un squat. Alors là, les formes de squat elles varient en fonction des possibilités de chaque joueur. Certains font du Anderson squat, d'autres font du back squat, d'autres font du soulevé de terre à la trappe barre. D'autres sont que sur de l'unilatéral. C'est toujours en fonction de leur capacité de mouvement et aussi de certaines pathologies. Donc voilà, ils ont leur exercice de performance, que j'appelle,
ils savent lequel c'est pour chacun. Donc, quand je dis aujourd'hui, on fait l'exercice de performance du squat, 3 séries de 5, ben, certains vont à la trap bar, d'autres vont en split squat. Et voilà. Ça te permet d'être aussi un peu plus flexible au niveau logistique, je pense, avec la salle, pour que pas, tout le monde ne fasse pas la queue pour la barre pour faire un back squat. Alors, j'ai la chance d'avoir une superbe salle. Ils pourraient tous faire du back squat en même temps. Ils font tous du back squat en même temps. On a pour un groupe de 24, oui, quand ils sont le plus 24, 25, on a 6 cages, donc je les mets à 4 par cage. Ouais. Pour si peu que je mette un superset, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, moi, j'organise mes séances pour que tout roule et qu'il n'y ait jamais la queue nulle part. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est mettre la salle, l'espace, la rangée à ma sauce, parce que je sais comment je coach. Et je sais que je fais des supersets entre souvent tel exercice et tel exercice, donc que les joueurs ne se croisent pas ou n'empiètent pas. Donc je sais que je mets la salle à mon image et ensuite je programme en fonction de ce qui est disponible. Voilà, et les espaces. Voilà, je fais toujours attention à ça pour pas qu'il y ait d'impair ou que les séances durent plus longtemps que ce qu'elles devraient durer et que tout roule, ça j'y tiens beaucoup. Donc au final, ben, ces 3 mouvements-là sont importants pour moi en force. Je ne fais jamais de tests, je fais que des suivis longitudinaux. De temps en temps, une top 7, 5 reps, 3 reps, 1 rep. Et je note chaque fois les charges et je regarde au fur et à mesure de l'année comment évolue leur charge. Après, j'utilise beaucoup l'haltérophilie, donc je les teste pas mal sur les mouvements d'haltéro, les pollets notamment. Ils ne font pas tous de l'arraché, malheureusement, mais voilà, de temps en temps au niveau des épaules, il y a quelques gars qui ne font pas du tout d'arraché. Il y a même quelques gars qui ne font jamais d'épaulé avec la barre, avec le catch sur les clavicules, qui font que du tirage. Certains ne font jamais d'haltérophilie, ils font que des sauts à la trap barre. Voilà, toujours en fonction de leur profil, des pathologies. Et des fois, j'ai des joueurs qui arrivent, ils ont 30 ans, 31 ans, ils n'ont jamais fait d'haltéro. Alors, au début, j'essaye. Hein. Au début. Non, en pré-saison, j'essaye. Je pense que si j'ai une qualité, c'est de pouvoir coacher l'haltéro, puisque j'en ai fait un club, et d'arriver relativement rapidement à mettre des joueurs en capacité de réaliser les mouvements d'haltérophilie. Donc, j'essaye toujours au début de les pratiquer. Après, si le gars il a une trentaine d'années, que je vois qu'il est super réticent à ça, ou qu'il n'a pas du tout de coordination, que je sens que ça va être la galère, une petite discussion. Et pareil, là, je lui dis, dès que je mettrai de l'épaulé ou de l'arraché, toi, ton exercice de performance, ce sera le saut à la trap barre. Et donc, je prends ces mouvements-là comme performance en effort dynamique. Sur les sauts en effort dynamique comme ça, quand tu n'as pas on va dire les charges pour la quantification de l'effort avec un épaulé, par exemple, est-ce que tu utilises quelque chose comme un GymAware ou quelque chose qui va te permettre de mesurer la vitesse au niveau du saut? Oui. Oui, j'utilise les capteurs de vitesse, donc je l'utilise depuis quelques années maintenant. Au Dragon Catalan, j'en avais un, là j'ai la chance d'en avoir 3. Donc on est 2 coachs actuellement formés sur ça, donc on peut en avoir 2 dans la même séance, ça c'est plutôt bien. Et oui, je l'utilise, mais je ne l'utilise pas chaque semaine, parce que j'aime bien aussi que les joueurs ils sentent, je travaille depuis cette année énormément au RPE, beaucoup plus qu'avant. Surtout à Bordeaux, quand je suis arrivé pour construire un peu une culture de la muscu qui n'existait pas. La première année, on a beaucoup travaillé au pourcentage d'intensité, pourcentage de 1RM. Ensuite, on est passé sur la deuxième année à le pourcentage sur les gros exercices et le RPE sur les exercices de renforcement, les petits exos. Et l'an dernier, on a commencé à mettre un peu plus de travail au RPE et à la RM et beaucoup moins au pourcentage d'intensité. Cette année, je fais presque exclusivement du RPE et de l'auto-régulé même. Et comment ça se passe au niveau du retour que tu as des joueurs et toi en tant que prépa, est-ce que tu préfères ce format-là par rapport à ce que tu as fait avant et qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, je préfère largement l'auto-régulé et le RPE, largement, mais ça a demandé 3 ans de continuum pour y arriver. Peut-être ça aurait pu prendre un peu moins de temps, hein, mais en tout cas, moi aussi, mes compétences là-dedans n'étaient pas super pointues, donc peut-être que je n'utilisais pas parce que je ne me sentais pas capable de maîtriser ça complètement. Je suis passé d'une forme de coaching super rigide qui m'a joué des tours
à quelque chose de plus en plus de liberté pour les joueurs, avec beaucoup d'options, des choix. Tant qu'ils font le travail, ça me va. Et Pardon de te couper, jusqu'où tu pousses cette individualisation ou ce recours à la… Recours, c'est un grand mot, mais en gros, quand même inclure un maximum ou inclure dans une certaine mesure les préférences des joueurs. Jusqu'où tu pousses ça de manière générale dans le programme? les joueurs, ils savent, surtout quand c'est des joueurs un peu plus âgés, expérimentés, ils savent qu'ils peuvent venir me voir. Ça, ils le savent. Ils peuvent venir me voir avant une séance en me disant le push press, tu sais, ça me fait mal aux épaules tout le temps. Bon, ok, ben, fais pas le push press, on va le faire aux haltères. Tu as plus de degrés de liberté. Et, ouais, je préfère. Donc, il le fait. Ils savent qu'ils peuvent faire ça. Ils savent qu'ils ont des exercices de performance qui sont individualisés en fonction de leur capacité. Ensuite, sur les charges, j'utilise beaucoup l'autorégulation en leur disant on va partir sur un cycle de 3 semaines. On va partir sur du 3 répétitions, sur le squat par exemple en performance. Ça va être toutes les semaines autorégulé. Ceux qui ont joué et qui font les jambes à J+2, j'accepterai des charges un petit peu plus basses que d'habitude. Ceux qui n'ont pas joué, il ne faut pas abuser. D'accord. Donc vous, il va falloir pousser un petit peu plus. Et surtout, sur ces 3 semaines, j'aimerais qu'il y ait une semaine où vous me trouviez une top 7 pour la 3 reps, qui soit votre meilleure 3 reps. Si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Attention, si ce n'est pas la semaine d'après, vous n'aurez plus qu'une semaine pour me la trouver. Ouais. Et ça vient juste c'est le fruit de mon expérience où je me suis amélioré dans la gestion de l'humain et la gestion des charges et la connaissance des capacités des joueurs de rugby. Et maintenant, je me sens très à l'aise avec ça. Donc, tu donnes en fin de compte beaucoup de responsabilités aux joueurs. Oui, Tu les responsabilises par rapport à leur programme, par rapport à leur oui. choix aussi de quand ils fournissent leurs efforts max. Et au niveau du retour que tu as eu des joueurs par rapport à ça, tu t'en entends quoi? Ils sont très contents, notamment. Alors, c'est toujours pareil, on a ceux qui sont moins motivés par la muscu et qui, en fait, si tu leur donnes un pourcentage, si tu leur donnes un RPE, une autorégulation, un travail à l'ARM ou quoi, pour eux, c'est pareil. Ils s'en foutent. Ceux qui ont conscience que c'est important de progresser, de faire des trucs pour eux, pour qu'ils soient meilleurs joueurs. Eux, c'est souvent sur eux que je m'appuie en leur demandant leur retour. Et eux, cette année, ils sont vraiment contents de l'autorégulation. Ils me disent, c'est vrai qu'il y a des matins où je ne me sens pas du tout de pousser. Donc, dans l'autorégulation, quand même, je demande de ne pas descendre en dessous d'un RPE 7 quand même, sur une top 7. Donc, ils me disent, moi, quand je ne me sens pas, je sais que je fais un RPE 7, je sais que tu vas prendre la charge, que tu ne vas pas critiquer négativement si ce n'est pas très lourd ou quoi. Mais par contre, je sais que s'il y a une semaine où je me sens bien, je sais que j'ai ce bloc de 3 semaines pour te donner une perf, et ben, je vais le faire. Parce que je me sens bien, c'est ce jour-là, je le fais. Et moi, je ne peux rien demander de mieux que ça. Donc Mais ça a pris du temps. comme tu as dit, ça a pris du temps, mais ça démontre l'importance de la communication entre les joueurs et le coach et vice-versa. Comment est-ce que ton approche à cette communication a évolué au cours du temps, au cours de ta carrière? Mais comme je te disais, quand je suis arrivé dans le milieu des professionnels avec les Dragons, je sortais du milieu complètement amateur. Où c'était facile, je coachais, la plupart c'était des copains, je jouais avec eux en plus, donc j'étais joueur, donc j'avais aucun souci. Là, il a fallu gérer des gros égos, de très gros égos, parce qu'on avait des joueurs internationaux australiens, donc, qui est le pays qui domine le 13. Et des fois, ça s'est mal passé, parce que je pensais tout simplement qu'arriver chez les pros, écrire une séance au tableau, c'était bon, c'était fait, parce que les mecs, ils étaient pros et payaient pour ça. Ouais. Quand chez les amateurs, des fois, il y en avait un qui traînait un peu la patte. S'il est maçon et qu'il a fait 8 heures de maçonnerie dans la journée, bon, on ne peut pas trop lui en vouloir non plus. Là, je me disais, les pros, j'ai écrit, ils vont tout faire, j'aurais qu'à les coacher techniquement et ce sera bon. Mais en fait, je suis tombé de haut, quoi, parce que c'était presque l'inverse. À ce point-là? Alors, chez certains, oui. Non, c'est toujours pareil, où qu'on soit dans n'importe quel groupe, Ouais, on c'est a pas tout le les gros monde. travailleurs, les gars qui veulent se cacher parce qu'ils détestent soit courir, soit la muscu, soit
Voilà. Donc, je rentrais souvent en conflit quand quelque chose qui allait pas. Et puis ensuite, et surtout, moi, ça se voit direct sur mon visage. Si je suis pas satisfait, je suis un peu perfectionniste sur les bords, voire beaucoup. Et s'il y a un truc qui roule pas comme je le voulais, ça se voit direct. Et les joueurs, ils rentraient dans cette faille. Ils en jouaient. Et donc, ça m'énervait encore plus. Donc, ça a donné lieu à quelques enfin, pas empoignades, mais à quelques tensions, en tout cas. Et quand je suis parti du Club des Dragons, j'ai dit, je veux plus jamais ça. Et il faut que je devienne meilleur sur ça. Donc, c'est pour ça que depuis 4 ans, je lis beaucoup moins de livres sur l'entraînement et les séries, les répétitions et les dynamiques de charge. Et je lis beaucoup plus sur le coaching, les personnalités, comment gérer différentes personnalités, comment gérer les émotions de soi-même, mais aussi des autres. Est-ce qu'il y a un livre ou une ressource en particulier qui t'a vraiment fait avancer dans ce domaine-là? Oui, en 2014, je suis allé voir Charles Poliquin pour la formation Kinetic Chain Enhancement à Marbella pendant 6 jours. Super formation. Et il a parlé à un moment du livre Un cerveau à 100%. Je crois qu'en anglais, c'est, je ne sais pas si ça s'appelle pas The Edge ou quelque chose comme ça. Ah, ça me dit quelque chose, c'est peut-être ça, ouais. Un cerveau à 100%, c'est du docteur Breverman, D'accord. Eric Breverman. Donc, c'est le rapport en fait entre les neurotransmetteurs et la personnalité, donc avec le test de Breverman, donc questionnaire à remplir. Et puis, est-ce que tu as dominante dopamine, acétylcholine, GABA ou sérotonine? Donc, très intéressant cette première lecture. J'ai fait le test sur tous les joueurs. Et c'est vrai que la première année, j'ai réussi à adapter mon coaching. La première année où j'ai utilisé ça, qui était ma dernière année au Club des Dragons, j'ai réussi à adapter mon coaching avec certains joueurs où j'ai trouvé la clé grâce à ça, à savoir un peu quand il est en difficulté, comment est-ce qu'il réagit, sous stress positif ou sous stress négatif. Ça, c'est important. Et savoir comment réagir avec eux, avoir les bonnes relations en fonction du stress, s'il était positif ou négatif. Ça m'a pas mal aidé. Ensuite est arrivé donc Thibaudot, qui a repris ça avec notamment les travaux de Cloninger. Donc, j'ai lu les travaux de Cloninger, j'ai lu une thèse là-dessus qui était intéressante, qui est trouvable sur Internet. Si on tape thèse Cloninger neurotransmetteur, c'est en français, elle est téléchargeable, de 70 pages à peu près, intéressante. Je me suis intéressé au TCI, du coup, le test de Cloninger, qui est quand même assez différent de celui de Breverman, mais qui va quand même aussi dans le même principe. Et ensuite, je suis allé voir Christian Thibaudot en formation à Besançon, où il présentait les balbutiements du neurotype, puisque c'était, je crois, la première fois qu'il donnait cette formation. Et donc, tout ça m'a permis de me faire un avis sur les types de personnalités et comment les coacher. Alors, moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il n'écoutera jamais ce podcast, mais je ne crois pas du tout que. Je dis pas ça. Je ne sais pas s'il n'écoutera pas parce que c'est moi. Il ne me connaît pas. Je ne dis pas qu'il n'écoutera pas ton podcast, attention. Mais je ne crois pas qu'il faille individualiser l'entraînement, les séries, les répétitions en fonction de type de personnalité. Je pense que c'est vraiment. C'est aller trop loin. Je ne crois pas du tout à ça, quoi. C'est trop, à mon avis. Mais par contre, ça aide beaucoup sur le relationnel et comment coacher les gens. Ça, c'est clair. Ouais, comme tu l'as bien dit là, je pense que c'est une distinction qui est importante à faire et d'autres personnes peuvent avoir un avis différent, mais je pense que je te rejoins là-dessus dans le sens où un test de personnalité, ça a un champ d'application X et l'entraînement en tant que tel, c'est plus Y que X. Et donc, il faut trouver le champ d'application de ton test. Pour aller dans l'autre sens, ce serait comme faire un profil de vitesse et puis utiliser ça pour déterminer la façon dont tu communiques avec tes joueurs. Exactement. Ça va pas dans le bon sens, c'est pas le bon champ d'application. Par contre, le test en lui-même a une certaine valeur et après, c'est juste à toi en tant que coach de l'appliquer au bon endroit. Oui. Puis surtout, moi, je me suis rendu compte, après m'être intéressé à ces 3 visions, je me suis intéressé à la médecine chinoise grâce à Mathieu Jandel, qui est un ami. Et
je me suis intéressé à ça et j'ai vu qu'en fait, on pouvait changer son profil en fonction de la situation. Donc, on pouvait changer d'éléments chez les Chinois. Et que du coup, c'est quelque chose que j'avais remarqué parce que certains, je me disais, bah, lui, c'est sûr, il est dopamine. Lui, c'est sûr, il est tout le temps dans la compétition, il est tout le temps challengé. Si je le mets dans un groupe avec des mecs qui se challengent, ça va finir, ils vont me faire leur max à la fin de la séance, alors que je leur demandais un RPE 7 et en 3 RM, et, enfin, en 3 reps, et eux, ils vont me faire une RM parce qu'il y en a un qui a mis 2 kilos de plus que l'autre. Et puis, il y a des jours où il arrivait, il jouait pas, et donc pendant une semaine ou deux, il jouait pas, et puis du coup, il était un peu abattu, il était plus du tout dans le challenge, et du coup, il changeait un peu son profil. Alors moi, pour essayer de le remonter, je dis, attends, on va battre ton record, la séance de hors-groupe, je vais te faire battre ton record sur ça, et puis en fait, il n'avait pas forcément envie. Je me disais, mais en fait, il n'est pas dopamine, c'est plus un sérotonine. Et puis après, je me disais, non, mais en fait, c'est pas aussi marqué que ça, quoi, les Ouais. trucs, c'est... Ouais. Et quand tu Voilà. commences à brouiller un petit peu quand tu commences à mélanger les catégories, ça a plus trop de sens de Non. s'y fier vu que chaque catégorie a, on va dire, une structure déterminée par rapport à comment tu orientes le travail. Mais voilà, dès que tu t'en mélanges deux, ça veut plus vraiment rien dire. C'est ça. C'est ça. Donc, si je m'amuse à mettre des séries, des répétitions en fonction du neurotype et qu'au final, il est dans un truc un peu changeant, ça va pas marcher, quoi. Mhm. Enfin, c'est ma propre vision tirée de mon expérience. Alors, peut-être j'ai mal fait des choses aussi. Peut-être je manque d'expérience très certainement là-dessus. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est mon point de vue. Et donc, pour continuer sur la communication, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de coacher qui a eu le plus grand impact positif au niveau de cette communication avec les joueurs? Euh, je dirais arriver un peu plus avec le sourire. Parce qu'en fait, avant, moi, je cherche à toujours être aligné avec ma vision. Tu sais, je cherche à toujours. Je veux qu'on dise de moi que je suis un mec droit et que tu sais à quoi t'attendre avec moi. Mhm. Voilà. Donc, je rentrais dans les séances avec la séance prête, ou peu importe si elle était déjà préparée avant ou juste sur le moment, mais euh, voilà, c'était ça, il fallait faire ça, et donc c'était professionnel jusqu'au bout. Et il Mhm. me manquait des fois cet aspect un peu plus rigoler, alors que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, hein, mais essayer d'arriver un peu plus avec le sourire, des choses comme ça. Donc ça a changé pas mal, Mhm. je trouve. Mais bon, c'est pas le truc qui a changé le plus énormément. Non, je dirais la capacité à savoir s'adresser à tel type de personnalité, vraiment. Certains, pour les booster, il faut leur mettre un coup de pied aux fesses, quand d'autres, il faut leur passer la pommade dans le dos. Mhm. D'autres, il faut les challenger en mettant d'autres mecs ou en mettant un challenge. Si tu fais pas ça, t'es nul. Euh, et d'autres, au contraire, ils détestent se faire challenger. Certains détestent aller sur leur faiblesse. Mhm. Alors, il y a des moments pour y aller, il y a des moments où il faut surtout pas y aller. C'est un peu ça, ouais, que j'ai changé, essayer de composer un peu plus avec les personnalités de chacun, le moment, l'ambiance dans la salle aussi. Voilà. C'est très important, c'est très intéressant ce que tu dis là, surtout par rapport à ce dont tu as parlé avant, qui est la semi-individualisation de l'entraînement en tant que tel. Donc, en gros, tu as une approche qui est semi-individuelle euh, en termes de contenu d'entraînement. Par contre, tu as une hyper-individualisation de ton mode de communication suivant les Oui, joueurs pour faire en sorte que le programme qu'ils ont, même s'il n'est pas individuel, ils vont en tirer le maximum parce que oui. tu pourrais aller dans l'autre sens. Tu pourrais avoir un programme qui est complètement individualisé. Si ton mode de communication il n'est pas approprié pour cette personne-là, le programme, ils vont rien en tirer du tout. Alors que Euh, bien donc, sûr. l'importance de cette communication et de cette connaissance de soi en tant que coach déjà, parce il faut se connaître pour pouvoir communiquer avec d'autres, fait ensuite, enfin, joue un grand rôle dans on va dire, la réalisation du potentiel du joueur et de la qualité du programme, on va dire. Ouais. Il y a plein de coachs qui disent ça, donc je vais rien inventer, mais le meilleur programme du monde avec mal coaché, il donnera toujours moins de résultats qu'un programme bidon avec un athlète complètement dédié à ça.
Et ça, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Après, je te dis, il y a des gars avec qui j'ai toujours pas trouvé la clé. Ça fait quelques années que je suis avec eux, j'ai toujours pas trouvé la clé, hein. Ça, mais ça, c'est l'expérience. C'est un peu le problème à l'heure actuelle avec beaucoup de coachs, des jeunes là qui ils s'abreuvent de choses dans cette jungle qui est Internet, sur toutes les infos qu'il y a. Et je fais partie des personnes qui publient beaucoup et qui, du coup, contribuent à cette jungle. Euh, Ils lisent plein de choses. Et j'en parlais avec Jean-Marie, justement, après avoir écouté son podcast, que j'ai encore retrouvé très, très intéressant, comme d'habitude. Donc, quand tu l'as interviewé, je disais, quand je t'écoute, il y a des fois, je me sens nul parce que je connais rien à la neuro. Je n'ai pas du tout été formé là-dessus. Je sais que c'est un peu le truc branché en ce moment. Qu'on soit clair, je pense qu'on peut très bien s'en tirer sans utiliser ça. Voilà. Mais j'ai dit, des fois, je l'écoute, j'ai les yeux écarquillés, j'ai les oreilles, waouh, il dit des trucs, c'est top. Et puis, tu sais, je me dis, waouh, il est très fort et moi, je connais rien en fait de tout ce qu'il connaît. Et il y a des fois des jeunes entraîneurs qui lisent des trucs, des livres, ils prennent des formations, ils connaissent plein de trucs et puis de suite, ils vont le régurgiter sur leur compte Insta, Facebook, tout ça. Mais quel est leur recul par rapport à ça? C'est pour moi l'énorme problème à l'heure actuelle dans la préparation physique, c'est que ça balance des infos qui viennent juste d'être intégrées et la plupart, ils n'ont pas de vécu avec ce qu'ils viennent de lire. Alors, ils veulent le mettre en place, ils le mettent en place 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils ont un résultat, de suite, ils balancent, c'est la méthode, ça marche. Mais des fois, quand on leur pose des questions en message privé, alors, c'est quoi le pourcentage de gain que tu as réussi à avoir avec le protocole dont tu as parlé là? Ah, ben, je l'ai utilisé sur 2 personnes, elles ont gagné 10 kilos sur leur max. Ah, d'accord, ben, reviens quand tu l'auras utilisé sur 30 personnes et puis tu me diras s'il n'y en a pas qui seront peut-être moins forts avec. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, Comme tu as dit, ouais, faut digérer l'information et après, il faut savoir l'intégrer au bon endroit. Récemment, j'y pensais et l'analogie du puzzle m'est venue où on est toujours en train de construire un puzzle qui est interminable et on n'aura jamais la vue d'ensemble sur tout et on ne connaîtra jamais tout parce qu'il n'y a simplement pas assez de temps. ouais. Mais on essaye de chacun se faire son puzzle. Des fois, il y a des pièces qu'on trouve qui ne collent pas avec la partie qu'on a déjà construite. Et donc, soit il faut qu'on attende pour avoir les pièces qui vont faire le lien avec cette nouvelle pièce. Donc, il faut des fois être assez patient en tant que coach et en tant qu'étudiant, on va dire, de la profession, pour pouvoir laisser ces pièces de côté jusqu'à ce qu'on puisse les intégrer de manière fiable. Et pas juste avoir, on va dire, un petit noyau au centre et plein de satellites qui sont pas connectés à notre thèse centrale, si on veut. Mais il faut travailler pour pouvoir ensuite les amalgamer. C'est pas si facile que ça. Comme tu as dit, ça se passe pas juste en écoutant trois podcasts et en lisant 2 livres. Il faut faire le travail. Peut-être pour venir sur ce sujet qui moi, me passionne, c'est comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que toi, tu te confrontes à de nouvelles informations et comment est-ce qu'ensuite tu intègres ça dans ton modèle à toi? Mon souhait, c'est de ne plus avoir de réseaux sociaux à terme, mais malheureusement, il les faut à l'heure actuelle parce que j'ai une entreprise à côté et qu'il faut faire un peu de pub, même si j'en fais pas trop. Mais après, il y a ce bon côté-là, c'est qu'on peut voir si on aime une personne, on aime son travail, on peut la juste follow et puis chaque fois qu'elle publie un truc, on le voit. Alors, je pense, il y a 5-6 ans, je suivais, j'étais pas sur Instagram, mais je suivais beaucoup de personnes sur Facebook, les pages professionnelles de Elite FTS, Ashley Jones, Charles Poliquin, Westside, Sheiko, tous ces gens-là, Christian Thibodeau, bien sûr. Donc j'avais beaucoup d'infos tous les jours qui arrivaient. Et puis je cliquais, je lisais énormément. À l'heure actuelle, j'ai rétréci mon entonnoir parce que, comme tu disais, l'analogie du puzzle, c'est un peu la même chose. J'ai une pierre blanche, moi, qui est à 2012, où j'ai commencé réellement à créer mon système d'entraînement. J'ai commencé à travailler en 2007 et au bout de 5 ans de pratique, je me suis dit, je pense avoir assez d'expérience, entre guillemets, même si 5 ans, c'est rien,
pour commencer à me faire mon propre style. Avant ça, je faisais des choses et puis ça collait. J'essayais un truc, puis j'essayais un autre. Et le pire, c'était mon entraînement personnel. C'est-à-dire que j'ai essayé tous les protocoles que j'ai lus de la Terre. Et c'est pour ça que je squatte toujours pas 300 kilos parce que j'ai fait trop de trucs qui collaient pas. Donc, au final, au bout de 5 ans, je me suis dit, voilà, j'ai un style que j'aimerais développer à moi, où je me sens à l'aise de coacher dedans, où je pense que j'ai des résultats qui sont corrects avec. Et au fur et à mesure, ben, j'ai enlevé des personnes, des influences de ce style-là, parce que, comme tu disais, les pièces du puzzle qu'ils me proposaient ne rentraient pas avec le noyau de mon puzzle que je voulais garder. Et donc, il y a des super coachs que je suivais, je lisais tous les articles, j'achetais les livres, et je continue à le faire. Par exemple, Boris Sheiko, en force, un énorme entraîneur. Je n'utilise absolument rien de son système pour entraîner des joueurs de rugby. Ça n'a pas de sens de parler du volume comme il le fait, de faire toutes ces variations de volume et d'intensité avec un sport où il y a des compétitions toutes les semaines. Le but, c'est pas de faire un pic dans 24 semaines pour battre le Stade Toulousain. Tu vois, donc j'adore relire ces trucs à lui. Donc en fait, si tu veux, cet entonnoir qui était énorme au départ de beaucoup d'entraîneurs qui disaient des choses qui me plaisaient, c'est un entonnoir. Donc forcément, il y a des personnes qui sont sorties de cet entonnoir. Et à l'heure actuelle, je reste sur les choses qui me parlent, que je pratique, que je connais, que je maîtrise. Je continue à suivre les entraîneurs qui m'influencent le plus. Il y en a 3, hein. C'est Charles Poliquin, malheureusement décédé. C'est Louis Simons de Westside et c'est Keegan Smith, donc mon ami, avec Real Movement Project. Ces 3 personnes-là, mon système, il est vraiment un mix de ces 3 cultures-là, de ces 3 philosophies-là. Et après, il y a d'autres entraîneurs que je continue à suivre, comme Christian Thibaudeau, toujours. Mais au final, je n'utilise pas grand-chose de ce qu'il dit. De temps en temps, il y a une bonne info, je l'essaye, je la mets, des fois je l'enlève, des fois je la garde. Mais en gros, c'est ça. Je me sers pas mal des réseaux sociaux. Et puis après, dès qu'il y a un livre qui sort et qui me plaît, quand je vois la pub ou quoi, je l'achète. Et je m'achète aussi des formations régulièrement parce que je me challenge assez souvent. C'est intéressant ce que tu apportes dans le sens où je pense que on ne fait pas nécessairement la distinction en tant que coach que ce qu'on lit et ce qu'on apprend, on ne doit pas forcément l'appliquer. On peut tout à fait lire très très large comme tu le fais toi, sans pour autant devoir absolument intégrer toutes les méthodes auxquelles on est confronté ou desquelles on prend connaissance. Et donc, ton modèle à toi, il n'a pas besoin d'être le mélange parfait de 1000 approches que tu as pu voir soit sur les réseaux, soit sur des podcasts, etc. Et que tu n'as pas besoin d'être capable dans tous les domaines parce que tu as un champ de compétences comme tout le monde. Et c'est mieux d'être très, très bon dans ce que tu fais plutôt que d'être moyen dans tout. Oui, Ouais. c'est ma vision. Et comme je t'ai dit, je continue à lire d'autres choses. Si je pense que ça ne va pas rentrer dans mon puzzle, je ne le mets pas. Mais j'en prends connaissance quand même. Voilà, au moins être à jour avec ce que tu sais. Par contre, ça ne doit pas nécessairement rentrer directement dans ton plan de jeu. Pour continuer sur cette idée-là, science du sport contre le terrain. Donc, toi, tu es un mec de terrain, comme tu l'as dit au départ. Quel est l'état des choses en 2021, vu qu'on est le premier jour de 2021? Quel est l'état des choses en 2021 en termes de l'importance que la communauté, de manière générale, de préparation physique francophone, on va dire, met sur tout ce qui est recherche, papier, etc., études scientifiques, ou sur l'approche terrain et vraiment ce qui est pratique, ce qui marche? Pour toi, est-ce que c'est assez équilibré, l'approche qu'on a actuellement? Est-ce que ça devrait être plus vers l'un ou vers l'autre? Je pense que ça a tendance à s'équilibrer de plus en plus. Je pense qu'on était un peu trop… En tout cas, ce qui est enseigné à l'université était trop déséquilibré de mon temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon master au bout de 3 mois, parce que pour aller dans une formation qui avait carrément pas le même niveau de reconnaissance, ouais.
Donc, je pense que c'était trop déséquilibré. Voilà, ça ne me parlait pas. Maintenant, je sais donc j'interviens à l'université à Montpellier un petit peu en tant que vacataire. Je sais que maintenant, il y a des professeurs qui sont chargés de faire les plaquettes et qui font intervenir de plus en plus de personnes de terrain et qui même ont des horaires pour parler vraiment de l'aspect coaching. Comment on s'adresse à des personnes, parce que moi, je n'ai pas du tout appris ça, et c'est pour ça que j'étais nul au départ. Donc, je sais qu'il y a Olivier Morelli à Montpellier, on en a discuté il n'y a pas longtemps, justement, qui a 20 heures de cours en master, il me semble, pour discuter justement de l'aspect du coaching. Voilà, comment on s'adresse à des gens, comment on fait sur le terrain quand il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'avait pas prévu ça. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça a tendance à s'équilibrer. Pour petite anecdote, quand j'ai été en salle de sport, quand je travaillais, ma patronne m'avait dit si tu veux, pour te faire un peu plus d'argent à la fin du mois, on peut commencer à proposer des coachings individuels aux adhérents. C'était un service qui n'existait pas. J'ai dit OK. Donc j'ai eu 3 joueurs de basket jeunes, un handballeur, un karatéka, 2 personnes qui faisaient du MMA. Et j'ai eu 3 clientes qui étaient là pour la perte de masse grasse et la tonification. Tu sais. Bon, les 5 qui avaient pour objectif de la performance sportive, ils sont restés avec moi toute l'année jusqu'à ce que je parte de la salle. Les 3 clientes que j'ai eues pour l'aspect tonification, celle qui a fait le plus de séances, elle en a fait 2. Donc, il y en a une qui a acheté 3 séances, elle n'en a fait qu'une, on n'a plus entendu parler. L'autre, elle en a fait une, elle a dit c'est bon. Et la dernière, elle a quand même voulu revoir une 2e séance avec moi. Et donc, j'étais vraiment nul dans le coaching, personal training avec des personnes qui avaient ces objectifs-là. J'étais nul. Donc, j'en ai pris conscience là réellement. Et par contre, avec les athlètes, ben, ça marchait super bien. Donc, j'aurais aimé qu'on m'apprenne peut-être à m'occuper de ce type de profil, de clientèle à la fac. Plus que de m'apprendre la cinétique du lactate, même si c'est important, mais bon, voilà. Donc, je pense que c'est en train de s'équilibrer. Mais moi, je donne toujours la priorité au terrain. Je préfère apprendre de personnes qui ont eu du succès en tant qu'entraîneur. Et quand ils daignent partager ce qu'ils ont fait, ben, essayer de regarder ce qu'ils ont fait, de prendre les points communs surtout entre les grands entraîneurs, plutôt que de prendre leurs différences. Parce que s'ils font tous la même chose, ça veut dire que certainement ça doit avoir un impact positif. Donc j'essaye moi d'apprendre comme ça, et quand je regarde les études ou que j'essaye de critiquer une étude, je trouve toujours des biais qui font que je me dis mais je ne peux pas prendre ça comme argent comptant. Ouais, comme argent comptant et le dire ok, ben, faire ça, ça amène ça. Parce que est-ce que sur les 8 semaines, les 8 personnes qui ont suivi cette étude, est-ce qu'elles se sont toutes couchées à la même heure? Est-ce que ils ont mangé pareil? Est-ce qu'il n'y en a pas une? On sait tous que quand on fait un truc comme ça, les 8 personnes, pendant 8 semaines, elles ne font pas toutes les séances. Il y en a une qui ne pouvait pas venir, elle en a raté une, mais on ne le dit pas. Et comme tu as dit, tu parles de l'apport calorique. Je veux dire, si c'est une étude qui parle d'hypertrophie ou de choses comme ça, oui. Si tu contrôles pas les calories au jour le jour, tu dois vraiment prendre les résultats avec des pincettes parce que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ça aurait pu être le meilleur protocole d'hypertrophie du monde. S'ils n'ont pas assez mangé, eh ben, les résultats ne seront pas ceux qui étaient espérés. Donc, comme tu as dit, c'est très, très important quand tu lis une étude en tant que coach de vraiment prendre le contexte et la population qui a été testée en compte. Parce que souvent, encore une fois, souvent c'est fait sur des étudiants, parce que c'est le public qui est disponible pour faire ses études dans un environnement, disons, universitaire. Tu as très peu d'études qui sont faites sur des athlètes de très, très haut niveau, simplement parce que si tu fais quelque chose de faux avec ces athlètes-là, ça coûte très, très cher. Et en général, ils ont un programme d'entraînement qui ne leur permet pas d'avoir, voilà, pour 3 semaines, tu vas faire un truc complètement différent parce que X ou Y veut faire son étude là-bas. Donc, il faut vraiment être conscient des populations observées et
vraiment prendre les résultats avec des pincettes. Exactement. Quand j'avais des étudiants stagiaires à Perpignan, je leur dis attention, tu as un master, tu dois faire un mémoire, tu toucheras jamais les pros, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mmh. Tu vas venir, tu vas observer, tu vas m'aider à faire des trucs et tout, mais si tu veux faire ton mémoire, tu vas le faire sur les juniors où l'absentéisme en hiver sera de 50%. C'est la réalité Voilà, c'est la réalité du terrain. la Et réalité du terrain. il faut pas l'oublier. J'ai une question qui nous est venue d'Instagram et ça peut peut-être nous faire un petit flashback sur ton parcours pour arriver en top 14. La question était comment arriver en top 14. Donc, si tu devais refaire ta carrière, recommencer du début, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, quoi? Euh, Ça a été un peu un concours de circonstances, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, les 2 fois où je suis arrivé dans un club pro, c'était un peu par chance, j'ai envie de dire. Je pensais l'avoir un peu provoqué. Euh, je pense que d'abord, le but, c'est de pratiquer, beaucoup pratiquer, avoir un bon stage déjà quand on est à l'université ou quand on fait un BPGEP, c'est d'entraîner des gens. Il faut Mhm. entraîner. Il faut démarrer par son cousin, sa tante, sa grand-mère. Il faut entraîner, voir ce qui se passe, qu'est-ce qui marche pas sur tel type de personnes. Donc déjà beaucoup pratiquer, essayer d'avoir un stage intéressant. C'est sûr que si on a un stage dans un club pro, les places sont chères, mais si on en a un ou dans un club d'un bon niveau, ben déjà on va avoir une certaine visibilité. On va être au moins avec un prépa qui est déjà dans le haut niveau. Mhm. Si on fait bonne impression sur ce stage-là, il n'y a pas de raison pour que le prépa ne nous conseille pas d'aller voir. Tu sais, ils ont toujours un réseau en disant bon, je sais que là, ils cherchent pour le centre de formation, je peux parler de toi, ou tu sais, être dans les recommandations. À mon avis, bon, si on n'a pas la chance d'avoir un stage dans un club professionnel, ben, il faut aller pratiquer encore une fois dans un organisme, une organisation amateur et puis se faire ses armes. Mhm. C'est la meilleure chose à faire vraiment. La deuxième chose, c'est rentrer en contact avec des préparateurs physiques qui, eux, sont déjà au niveau où nous, on aimerait aller, Mhm. dans le sport où on aimerait aller si on a vraiment un objectif. Je reçois très souvent des messages, ils me posent des questions. Moi, je réponds tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tout le monde, qui que ce soit. Ils me posent une question, je réponds. Des fois, je dis, bon, mais ça me prendra trop de temps, donc je t'appelle. On s'appelle et puis je réponds. Euh, voilà, donc il y a des gars qui sont ouverts. Hein. On ne l'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont très ouverts. Mhm. Et donc, il faut tenter. Si on n'a pas de réponse, qu'est-ce que ça va nous coûter? Un mail. Si on a une réponse, qu'est-ce que ça va nous apporter? Certainement pas mal de choses. Ouais. Et au moins, le fait que la personne elle ait déjà vu écrit notre nom. On ne sait jamais. Mhm. Si on peut aller plus loin dans la discussion, il ne faut pas faire un étalage de sa science, voilà, mais si on peut avoir montrer de l'intérêt tu sais, à la personne ou montrer qu'on a des connaissances, qu'on est quelqu'un en pleine phase de progression, mais qu'on a quand même un petit bagage qu'on pratique nous-mêmes. Enfin, Mhm. moi, en tout cas, personnellement, c'est très important pour moi de voir des préparateurs physiques qui pratiquent. Je pense que il faut entraîner, il faut ensuite essayer de rentrer en contact avec des personnes qui sont là où nous, on aimerait aller. On tisse un réseau, et puis peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il peut y avoir une opportunité pour un coaching ou des jeunes, un centre de formation, peu importe. Mhm. Et ensuite, je dirais la troisième chose, euh, j'ai pas envie de le dire, mais il faut être sur les réseaux sociaux et puis publier quelques trucs. À l'heure C'est la carte actuelle, de visite. c'est Ouais. ça. Si un jeune préparateur physique ou un autre préparateur physique, même pas jeune, euh, envoie un CV dans un club professionnel, je ne connais pas les stats, mais le taux de chance qu'il y ait une réponse, même si elle est négative, il doit être, je ne sais pas moi, de 1%. Je sais Mhm. pas, il y a peut-être un club qui va répondre sur 100 en disant merci pour l'intérêt porté à notre club, mais actuellement, notre staff est complet. Mhm. 99 autres clubs, ils vont mettre corbeille et ça sera terminé. Ouais. Donc après, c'est pour ça qu'il faut essayer de créer un réseau, de tisser un réseau avec des personnes,
discuter, poser des questions. Moi, il y a des prépas qui me posent souvent des questions. Ben, leur nom, leur prénom, en tête, je l'ai. Je sais d'où ils viennent. Et si un jour, il y a une personne qui me demande d'être coaché là-bas, je vais peut-être les renseigner, les mettre en contact. Mhm. Et puis, si on continue à discuter, que je vois qu'il est intéressant et qu'un jour, j'ai une opportunité de choisir, d'être chef de la performance ou de la préparation physique dans un autre club et d'avoir quelqu'un à recruter, peut-être que ce gars-là avec qui je discute depuis un an et qui m'a l'air intéressant, peut-être je vais lui dire viens passer un entretien. Mhm. Ouais, donc comme tu as dit, le réseau Ouais, et ensuite, vraiment, comme tu as dit, pratiquer et montrer ce qu'on fait, ne pas être juste dans l'ombre parce que si on ne sait pas que tu existes, ben, c'est clair que personne voudra bosser avec toi. c'est ça. Si tu es le meilleur chez toi et que personne ne sait que tu existes, il n'y a personne, absolument personne qui va venir te chercher. Fred, je voulais terminer avec quelques réponses un petit peu plus courtes. Donc, je vais commencer avec la question suivante. Qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la préparation physique? Euh, Comme je t'ai dit, je lis de moins en moins sur l'entraînement, mais plutôt Mhm. sur le coaching, les relations, la dynamique de groupe, mais aussi la partie growth mindset. Euh, Comment amener quelqu'un à voir plus grand et Qu'est-ce pas se cantonner à ce qu'il fait là et faire bien ce qu'on lui demande de faire. Ouvre-toi, deviens meilleur dans plein de choses. Voilà. qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent de la part des préparateurs physiques francophones à l'heure actuelle? Plus souvent, je peux dire moins souvent. C'était la prochaine question. Tu peux faire les deux en Ah, même temps. d'accord. Plus souvent, je sais pas. Je sais pas. C'est dur comme question. C'est C'est dur. très dur. Je passe à la prochaine. On reviendra à celle-là après si quelque chose te Ouais. revient. Qu'est-ce qui te plaît beaucoup à l'heure actuelle dans les communautés de préparateurs physiques francophones? Euh, les discussions qu'on peut avoir, les échanges. Moi, j'ai fait avec Sport Conditioning, j'ai créé un espace workplace où on est 400 professionnels de l'entraînement. Ça pose des questions, ça discute, c'est comme un Facebook, mais Mhm. personnel, quoi, un peu. J'aime bien voir les discussions, les gens qui posent des questions, d'autres qui répondent, ils ne se connaissent pas, de suite ils connectent. Et puis, en fait, ils se créent leur réseau eux-mêmes grâce à ça. Mhm. Et je sais qu'il y a déjà des gars qui ont trouvé des stages grâce à Workplace, qui ont trouvé un job aussi, parce qu'ils ont juste discuté avec des gens, comme je te disais tout à l'heure. Mhm. Euh, ça me plaît de voir des gens qui discutent. Moi, je fais des tables rondes avec Sport Conditioning, c'est beaucoup moins élaboré que ce que tu fais toi. Mais tu vois, on met des gens en contact, on est très artisanaux dans ce qu'on fait, mais on invite des gens, on les fait parler, et ensuite les Mhm. gens ils peuvent discuter. Et après, je sais qu'il y a des connexions qui se font grâce à ça. Ça, j'aime. Ouais. On va dire deux livres, un accès entraînement, un accès quelque chose d'autre que tu recommandes. Euh, alors, accès entraînement, je vais essayer de sortir des classiques Super Training et tout ça, parce que tout le monde doit les dire. Euh, Easy Strength de Dan John. Ok, ouais. Mm. Ouais, j'aime bien celui-là. Et hors entraînement, quelque chose qui a rien à voir avec le terrain. Alors, je relis actuellement pour la troisième fois La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. Moi, ce livre, j'ai lu la première fois, il a changé ma vie complètement, mais du jour au lendemain, quoi, complètement. Euh, le jour où j'ai fini ce livre, je l'ai fini, on était en déplacement en Angleterre avec les Dragons, je l'ai fini un vendredi soir. Le lundi, j'ai tapé à la porte du coach et j'ai dit, je reste pas au club l'an prochain. Alors que j'avais un contrat de 3 ans avec une petite augmentation qui m'attendait. Ouais. J'ai fini ce livre, j'ai dit ok, c'est pas là où je veux être à l'heure actuelle, le club des Dragons. Je me régale, mais c'est pas là où je veux être. Donc je C'est m'en vais. c'est incroyable, tu n'es pas la première personne qui dit que ce livre leur a changé la vie. Pour la petite histoire, c'est le bouquin qui m'a fait arrêter mon job d'avant. Je faisais de la peinture en bâtiment à Vancouver et Ah, j'ai arrêté le boulot, j'ai pris le bouquin de la NSCA, j'ai challengé l'examen trois mois plus tard et je suis devenu coach. Et c'est ce bouquin qui m'a poussé à faire ça aussi. Donc, c'est bien. top, Tim, il fait la différence. grave, grave, Si tu life avais changer.
Voilà, c'est ça. Un ou deux coachs à recommander que les gens suivent sur les réseaux ou peut-être à qui écrire un mail en direct. Je pense qu'il y a Keegan Smith, donc bon, c'est mon ami, on a travaillé ensemble sur le terrain, mais aussi online. C'est une personne qui est super ouverte, qui a un nombre de connaissances infini, qui se remet tout le temps en question, tout le temps en train de progresser, en train de challenger tout le monde. C'est un vrai leader. Donc, ouais, Kiggs, c'est clair, c'est un mec qu'il faut suivre, je pense. Après, en France, moi, je vais me faire taper dessus parce qu'il y en a tellement. Et puis, c'est surtout beaucoup d'amis qui font ça et que j'aimerais citer. Je vais plutôt parler des gens qui inspirent, un peu comme Keegan, mais moi, il y a un mec comme Vincent Issartel qui m'inspire en France. Je ne m'entraîne pas du tout comme lui, je pense que je n'ai pas la même vision de l'entraînement que lui, mais tout ce qu'il fait, ça m'inspire. Voilà, ouais, Vincent. Je pense que c'est intéressant, comme tu dis, de vraiment s'intéresser et de respecter ce que fait quelqu'un sans pour autant devoir l'utiliser. C'est la deuxième fois que tu amènes ce point-là dans l'interview et je le mets en avant parce que je pense que c'est très, très intéressant parce qu'on a de la peine souvent, et moi le premier, à dissocier nos intérêts et ensuite notre boulot en tant que prépa. Et des fois, on veut mettre des choses dans l'entraînement parce on les aime bien, mais il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que ça a sa place à ce moment-là ou est-ce que c'est juste quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement et que je dois simplement savoir garder un petit peu de côté? Fred, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Facebook, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Sport Conditioning, c'est au pluriel, sport. Après, sur mon profil privé Facebook, j'ai décidé désormais de le garder juste pour les personnes que je connais bien et qui sont dans mon entourage proche. Donc, si vous me demandez un ami sur Facebook, faites pas la gueule si je dis non. Je garde juste ma famille et puis les personnes que je connais vraiment de visu. Après, sinon, c'est sur Instagram, c'est sport.conditioning aussi. Et bien sûr, après, si vous m'envoyez un mail, vous voulez rentrer dans le workplace et faire partie de la communauté, des personnes qui discutent entre elles. Alors, on met les dates des tables rondes, on pose des questions, il y a plein de groupes de discussion sur des sports différents. Et puis, moi, je publie des groupes d'entraînement aussi quand je fais un petit programme que les gens s'ils veulent suivre gratuitement pour s'entraîner. Voilà, il y a plein de choses. Donc, on peut m'envoyer un mail à admin@sport.conditioning.net. Fred, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris presque 2 heures de ton temps en ce 1er janvier 2021 pour avoir cette conversation. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cet épisode. N'oublie pas d'aller suivre Fred sur Instagram, Facebook, sur YouTube aussi pour voir ses tables rondes, différentes conversations qui publient beaucoup de bon contenu là-bas. Son site internet, va jeter un œil. Tous les liens sont dans la description. Et pour terminer, je veux remercier notre sponsor pour cet épisode, Strength Coach Network. Toi qui écoutes, tu peux faire d'une pierre deux coups. Soutiens ce podcast et bénéficie de 50% de rabais sur ton premier mois en allant sur strengthcoachnetwork.com/upside. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao.